Actuellement, il faut mettre l'or au niveau international pour garantir les échanges au niveau international et que chaque pays puisse émettre sa propre monnaie et pouvoir non seulement produire sa propre monnaie, mais gérer sa propre monnaie. Mais au niveau de l'or, comment on pourrait garantir véritablement le prix de l'or? Parce qu'on avait vu ici, on a fait une émission justement sur ces problématiques. Alors il y a l'or papier, il y a l'or, l'or en fait on ne connaît même pas vraiment les stocks d'or des pays parce qu'il paraît que même les États-Unis, il n'y aurait plus d'or dans la réserve de Fort Knox. Mais ce qu'il est dit, c'est-à-dire qu'en réalité les chiffres officiels qui donnent les États-Unis de 8133 tonnes d'or, ça ils ne les détiennent pas. La plupart des spécialistes sont totalement d'accord à ce niveau-là. Et simplement que dernièrement les États-Unis, ils sont provoqués donc à partir de septembre 2012, ils ont provoqué l'effondrement de l'or, surtout en 2013. Ils ont provoqué, de 2013, ils ont provoqué l'effondrement de l'or, tout simplement parce qu'ils sont émis de la monnaie. Avec cette monnaie, ils ont acheté de l'or papier et ils ont vendu de l'or papier à des quantités absolument impressionnantes. C'est ça qui a provoqué l'effondrement de l'or. Mais sinon, l'or monétaire comme tel, c'est quelque chose qui est très connu. On sait la quantité d'or qu'il y a au niveau international. C'est une quantité très précise, c'est de l'ordre de 31 500 tonnes d'or. C'est ça qu'il y a au niveau international. Il y a des pays qui ont plus, il y a des pays qui ont moins, il y a des pays bien entendu qui ont des problèmes, c'est le cas de l'Allemagne qui a déposé une partie de ses réserves d'or aux États-Unis et que les États-Unis ne peuvent pas lui retourner. Oui, voilà, ils n'arrivent pas à lui... c'est quand même une histoire assez incroyable parce qu'en fait, les États-Unis apparemment ont pris l'or après la Seconde Guerre mondiale, ils sont ramenés aux États-Unis, ils ont dit on vous le garde, et puis là récemment on a su que l'Allemagne avait demandé très officiellement de faire un audit de ses réserves d'or et on a dit on ne sait pas bien. Simplement de retourner cet or. Et en plus oui, ils veulent le récupérer, c'est ça. Les Allemands veulent récupérer cet or, c'est 1538 tonnes exactement. C'est des quantités énormes, c'est des quantités énormes. Le problème, c'est que les États-Unis ne peuvent pas rendre cet or. Ils disent qu'ils ne peuvent pas le rendre avant 2020. Et à mon avis, ça sera très difficile, très difficile. Pourquoi? Non, mais concrètement, pourquoi ils ne peuvent pas le rendre? Ils ont fait quoi de l'or? Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a comme réserve d'or dans la réserve fédérale. On ne sait pas. Ils sont de l'or, ça c'est tout à fait évident, mais ils n'ont pas la quantité qu'ils disent détenir. 8133 tonnes d'or, ils n'ont pas. Ils sont probablement moins de la moitié, etc. De l'ordre ça peut être de l'ordre de 3500 tonnes, quelque chose comme ça, etc. Ça c'est tout à fait évident. Et en plus, il faut savoir autre chose, c'est que les États-Unis contrôlent l'or du Fonds monétaire international. Ouais. Ils contrôlent l'or du Fonds monétaire international, se trouve actuellement dans la Banque centrale de New York. Oui, justement, on va dire que les théories les plus conspirationnistes parlent à propos de Strauss-Kahn et de l'affaire BSK, justement qu'il aurait découvert qu'une partie de ces réserves d'or, y compris les réserves d'or du FMI, aurait été vendue par les États-Unis, et ce qu'aurait provoqué évidemment sa chute. Hein. Bon, je parle. C'est très probable qu'il y a quelque chose. De toute façon, il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit. Hein. Et de toute façon, il y a quelque chose qui est en rapport avec ça, mais on ne sait pas exactement comment les choses sont passées. Mais en tout cas, les États-Unis ont exagéré terriblement avec des SK. Et ça, c'est tout à fait évident. Ils ont eu un comportement particulièrement problématique à ce niveau-là. Mais il est tout à fait évident que les États-Unis ont vendu une partie très importante des réserves d'or qu'ils avaient après 71, c'est-à-dire parce qu'à 71, le 15 août 71, c'est le moment où Nixon supprime la garantie hors du dollar. Et donc à partir de ce moment-là, il est tout à fait évident que les États-Unis vont se trouver avec des réserves qui étaient moins importantes de ce qu'ils avaient, parce qu'à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, ils contrôlaient les 2 tiers des réserves hors du monde. Les deux tiers de réserves hors du monde. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés à imposer les dollars comme la monnaie internationale. En disant, de toute façon, c'est nous qui avons quasiment tout l'or, donc notre monnaie est garantie par notre elle était garantie, mais elle va être garantie à partir de 1944, mais elle n'était pas garantie de 1933 à 1944. Pendant toute cette période, on a cru que l'or était que le dollar était aussi bon que l'or, et d'ailleurs c'était la devise du dollar, as good as gold. Et tout le monde l'a cru, c'est ça qui est incroyable. Les États-Unis ont pris le pouvoir au niveau international avec le système dollar, avec les talons dollars, en imposant les talons dollars, et les gens ne se sont pas rendus compte, les économistes de l'époque l'ont pas vu.
C'est ça qui est incroyable. Ça, ni Keynes, ni compris quelqu'un, par exemple, comme Karl Polanyi, qui est probablement le plus critique parmi eux, etc., qui a écrit son œuvre fondamentale en 1942 et en 1942, etc., et qui a vécu aux États-Unis au moment où les choses se sont passées. Parce que le moment où les choses se sont passées, c'est la loi du 5 avril 1933, la célèbre Confiscation Act, que les États-Unis ont interdit la possession de l'or monétaire aux États-Unis, à l'intérieur même du pays. Et à partir de ce moment-là, donc on passe à l'étalon dollar, on sort de l'étalon or, on passe à l'étalon dollar, mais c'est l'étalon dollar sans garantie or. Et après, on va passer de 44 à 71 avec le système de l'étalon dollar garanti par les réserves or des États-Unis. Et à partir de 71, on se trouve dans la même situation que pendant la première période. C'est-à-dire le dollar n'est pas garanti par les réserves or des États-Unis. Alors si le dollar s'effondre concrètement, puisque le dollar ne tient à rien, l'euro... Il se passe quoi en fait? C'est-à-dire ça peut venir, à un moment donné les choses étaient en train de se produire selon les automatismes du marché, et c'est-à-dire à partir donc, du 15 juillet 2008, donc on va assister à une sorte de dépréciation des bons du Trésor américain sur le marché international, et les bons du Trésor qui est la valeur phare du système dollar, c'est les bons du Trésor de 30 ans. Et les bons du Trésor de 30 ans étaient en train de s'effondrer dans sa valeur réelle. La valeur nominale est de 100 $, bien entendu, mais la valeur réelle était passée par moment en dessous de 90. Et c'est la raison pour laquelle la Réserve fédérale va se mettre à émettre de la monnaie pour acheter ces bons du Trésor. Elle-même, oui, on a vu que c'était, je ne sais plus comment il s'appelle, Bernanke, qui achetait, c'est-à-dire il émet les bons du Trésor et la Banque centrale les rachète elle-même. C'est-à-dire que la Banque centrale émettait de la monnaie, des dollars, et ces dollars étaient utilisés sur le marché international pour acheter les bons du Trésor de 30 ans, pour éviter l'effondrement des bons du Trésor de 30 ans. Et cela va commencer en mars 2009. Ils commencent par émettre 300 milliards, après ils vont émettre 900 milliards, après il va y avoir l'opération Twist, dont je viens de parler, qui était la vente des bons du Trésor à court terme sur le marché interne pour acheter des bons du Trésor sur le marché international. Ça veut dire tout simplement qu'ils ont utilisé des dollars au niveau interne, ils ont pris des dollars au niveau interne et ils vont les utiliser sur le marché international. Mais ça n'implique pas donc de l'émission monétaire. Mais par contre, depuis donc les premiers janvier 2013, ils sont émis pour l'équivalent donc de 45 milliards de dollars par mois uniquement pour acheter des bons du Trésor. C'est énorme. C'est ça les fameux quantitative easing? Et c'est ça les fameuses quantitative easing. C'est que la Banque centrale européenne ne peut pas faire. Mais qu'elle fait, on va dire, de façon cachée un peu. Non. Pourquoi ils ont parlé de quantitative easing pour la Banque centrale? Alors ils ont menti, bien sûr, mais ils utilisent les termes quantitative easing, mais en réalité, normalement, ça voudrait dire faire fonctionner la planche à billets pour acheter des bons sur le marché international, des bons du Trésor sur le marché international. Or, la Banque centrale européenne ne peut pas faire ça. C'est interdit par les traités. C'est interdit par les traités et en plus elle ne peut pas les faire selon la logique du système, elle ne peut pas les faire. Elle pourrait par exemple émettre de la monnaie pour provoquer la dévaluation de l'euro, c'est-à-dire pour acheter des dollars et augmenter la quantité d'euros en circulation sur le marché international. Ça provoquerait une dévaluation de l'euro. C'est le maximum qu'elle peut faire. Les Allemands ne sont pas d'accord. Non, mais les Allemands ne sont pas d'accord. Voilà le problème. Parce que pour l'Allemagne, l'euro n'est pas suffisamment fort. Il est même très faible. Oui. Parce qu'ils sont des excédents. Vous imaginez qu'actuellement l'excédent, donc en 2013, l'excédent allemand était de 280 milliards de dollars, 280 milliards de dollars, presque 200 milliards d'euros en un an d'excédent. C'est quelque chose d'immense. C'est quelque chose d'immense. Donc, ils sont en train d'étouffer les autres pays de l'Europe et ils sont en train de provoquer une sorte de hinterlandisation des pays de l'Europe du Sud. C'est-à-dire que les pays de l'Europe du Sud, dont la France fait partie,
On va devenir les vassaux de l'Allemagne, c'est ça nous allons être hinterlandisés, nous allons participer dans la politique de sous-traitance allemande, tout simplement. Franchement, c'est presque, j'ai envie de dire, c'était le rêve d'Hitler. C'est assouvir toute l'Europe au profit de l'Allemagne, mais là, sans tirer un coup de canon, finalement. Oui, simplement que Hitler pensait le faire par la force, j'ai envie de dire. Par la force, c'est-à-dire dans l'essence, il fallait occuper les pays, donc slaves, voilà. Exterminer la population et tout ça pour utiliser donc les matières premières pour faire de l'Allemagne la puissance industrielle comme telle et utiliser les matières premières des pays, donc des pays slaves, d'une manière générale, parce qu'ils considèrent les pays slaves, donc les slaves comme des sous-races, etc. Et donc, tandis qu'actuellement, c'est tout simplement par le biais de la sous-traitance qu'ils arrivent à être la première puissance économique européenne. Et en plus, tout ça consolidé par le système de l'euro, par le système de la monnaie unique qui facilite les choses aux pays excédentaires et tout fait terriblement et donc pénalise terriblement les pays déficitaires. Et nous sommes un pays déficitaire, il ne faut pas l'oublier. Mais alors, juste avant la pause, une dernière question. On sait qu'au sein de la Bundesbank, il y a eu un certain nombre de démissions, en particulier il y a eu une démission aussi à la Banque Centrale Européenne du représentant allemand. Donc, Axel Weber. Voilà, donc ce monsieur, il a claqué la porte et puis il a expliqué ensuite, il s'est répandu un peu dans la presse en expliquant que s'il avait quitté son poste, c'est parce qu'il pensait que la politique menée à la Banque Centrale Européenne était suicidaire pour l'Allemagne. Mais c'est ça. C'est-à-dire qu'en réalité, ce que la Banque Centrale Européenne aurait voulu faire, c'était faire du quantitative easing. Et donc tout simplement, c'est la célèbre promesse de Draghi du 28 juin 2012, n'est-ce pas, dans laquelle il a dit nous allons tout faire pour soutenir l'euro, c'est-à-dire d'acheter d'une manière illimitée des bons du trésor à court terme des pays en difficulté, etc. Donc en réalité, à ce moment-là, de l'Italie et de l'Espagne. Simplement que cette politique ne peut pas être réalisée. Elle ne peut pas. C'est pas simplement qu'elle soit contraire au traité. C'est simplement qu'elle ne peut pas être faite dans le sens où la Banque centrale ne peut pas privilégier, bénéficier un pays au détriment d'un autre. Il faudrait que ça soit fait au même niveau, que tout le monde soit en égalité de chances. Ça veut dire que la seule possibilité de faire du quantitative easing dans le cadre de l'espace de l'euro, ça serait de donner à chaque banque centrale la possibilité d'augmenter son stock monétaire. Et ça n'a rien parce que ça augmentait les stocks monétaires de l'Allemagne en même temps que les stocks monétaires des autres dans la même proportion. Ça veut dire que ça ne change pas. Par contre, la Banque centrale européenne pourrait émettre de la monnaie pour dévaluer les dollars, c'est-à-dire donc pour acheter des dollars, vendre des euros pour provoquer la dévaluation de l'euro, mais à ce moment-là, donc la Banque centrale européenne va soutenir les dollars. Mais dans ce cas, oui, elle va soutenir le dollar, et puis l'Allemagne, elle n'a aucun intérêt à faire ça, parce que quelque part, les Allemands, ils exportent beaucoup, mais ils gagnent beaucoup d'argent avec les exportations, parce qu'ils exportent des choses à très forte valeur ajoutée quand même. Oui. Donc, pour eux, aucun intérêt de dévaluer, puisqu'ils perdraient leur excédent commercial. Et puis, s'ils dévaluent, de toute façon, ça va au contraire faciliter un peu plus les choses. En fait, tout simplement, en fait, les pays n'ont pas le même intérêt. L'Allemagne n'est pas l'intérêt. Non. Donc, ils ne peuvent pas. De toute façon, même la dévaluation de l'euro, que la Banque centrale européenne pourrait le faire à la rigueur, mais il faudrait changer les statuts, ce qui implique donc l'unanimité des pays membres. C'est ça le problème. Où on pourrait à la rigueur donc les faire, etc. Mais ça serait quoi? Ça serait tout simplement soutenir les dollars. D'autant plus que l'Allemagne n'a pas besoin parce que l'Allemagne a des réserves en dollars. Et la Banque centrale européenne a aussi des réserves en dollars. Nous soutenons les dollars. Et les États-Unis, qu'est-ce qu'ils font derrière? Ils se mettent de la monnaie à des vitesses encore plus importantes. Donc les États-Unis, finalement, c'est les grands gagnants, quoi. C'est les grands gagnants. Mais il y a une possibilité actuellement. Donc, disons que cette crise du dollar qu'on a connue à un moment donné, avec la dépréciation des bons de 30 ans, etc., la valeur réelle des bons de 30 ans, c'est quelque chose qui peut se produire d'une manière différente. S'il y a une crise de l'euro, ça va provoquer nécessairement une crise
Et sur les marchés obligataires au niveau international, ça veut dire que les pays qui détiennent actuellement les réserves, les grandes réserves au niveau international, vont se mettre à vendre toutes ces obligations pour acheter de l'or. C'est ça tout le problème. Et ce qui peut se produire, ça peut se produire. Il peut y avoir une panique. Les monnaies s'effondreraient, c'est-à-dire le dollar comme l'euro s'effondrerait, ça aurait presque du papier. Exactement. Donc ce qui va valoir, c'est l'or qui va avoir, c'est la valeur en dernière instance. Mais à ce moment-là, chaque pays pourra commencer par émettre sa propre monnaie. C'est pour ça que les pays commencent à réclamer leur or. On avait vu Chavez réclamer son or, d'ailleurs, à l'époque de son vivant. Bon, De Gaulle, on sait qu'il avait réclamé l'or aussi aux Américains. Il l'a réclamé. Il l'a réclamé. Et il a fait venir. Il a fait venir, il avait envoyé une frégate, à New York, on avait rendu son or, on avait rendu l'or de la France. Et il paraît que les Américains étaient furieux de cette affaire, parce qu'ils disaient, il ne faut surtout pas que ça se médiatise d'ailleurs, parce qu'ils ne voulaient surtout pas que ça donne des idées à d'autres. Ce qui est curieux, c'est que De Gaulle a pu le faire, parce que par exemple, les Allemands ne font rien. Oui, voilà, c'est ça. Les Allemands leur a dit, il n'est plus là alors. Il n'est plus là. On l'a perdu. C'est 1500 tonnes, on ne sait pas. Ils sont quand même extraordinaires, parce que pour perdre 1500 tonnes d'or, non, parce qu'ils vont les toucher d'une manière ou d'une autre, mais on ne sait pas quand. Parce que de toute façon, s'il y a retour à l'étalon or, il est tout à fait évident que ce sont les pays qui ont des vraies réserves or qui vont se trouver dans la meilleure position au niveau international. Et l'Allemagne sera dans une bonne position à ce moment-là? Non. L'Allemagne ne va pas être dans une position aussi favorable parce qu'elle n'a actuellement que quelque chose comme 1400 tonnes d'or. Et même en dessous, parce qu'il y a la partie, par exemple, qu'elle a mis en Angleterre et la partie qu'elle a mis en France, elle n'a pas tout touché. Donc l'Allemagne n'a pas beaucoup de réserves or. L'Allemagne risque de se trouver dans une situation particulièrement défavorable si elle retourne à l'étalon or. Par contre, des pays, par exemple, comme l'Italie et la France, vont se trouver en première position. D'accord, parce qu'on a des bonnes réserves d'or. Et ce sont des pays qui ont des réserves d'or très très importantes. D'accord. Bon, écoutez, on va faire une petite pause, puis on va revenir après, parce que c'est super intéressant. J'ai vu toutes vos questions. On en posera après, parce qu'évidemment, en plus, il y a énormément de questions sur le chat. Donc, on en parlera. Il y a Pif, Roi des Rois, Zach Mémérian, etc. Je vous ai vu, Sam Wang, Saint-Nissan Quenel, Zeus, Freeman, Jacques Ojac, tout à l'assaut bien sûr. De toute façon on se revoit dans quelques minutes, on fait une petite pause. Si la régie est prête, on va me faire un signe, c'est super. C'est à vous la régie. Voilà, donc de retour après ce petit intermède. Donc je voyais un petit peu avec... on va prendre quelques questions des auditeurs quand même, parce qu'il y a vraiment pas mal de questions. Alors on me dit des questions en plus assez basiques, c'est vrai. Par exemple, qu'en est-il des réserves d'or africaines? Où est-ce qu'elles sont ces réserves d'or des pays africains du CFA justement? Ils ont très peu de réserves d'or. Ils en ont très peu. Très peu. Paradoxal, parce que beaucoup d'or vient d'Afrique. Oui, mais il faut dire que l'or monétaire est une accumulation historique. C'est une accumulation historique, c'est ce qui vient depuis la nuit des temps, etc., qui a été accumulé. Et très peu d'or a été perdu, curieusement. L'essentiel a été sauvegardé. On pense, par exemple, qu'il y a eu quelque chose comme 150 000 tonnes d'or qui ont été exploitées depuis le début de l'humanité, donc sur la Terre. Et il doit rester quelque chose comme 140, quelque chose. Ouais, en plus, c'est ce qu'on nous disait tout à l'heure sur le chat, qu'il y avait 137 000 tonnes d'or à peu près qui ont été extraites depuis. Donc il y en a quoi 15 qui ont disparu, en gros une dizaine Oui, il y en a très peu qui ont disparu. Bien entendu, il faut comprendre que l'essentiel de l'or se divise en trois parties, globalement parlant. Il y a les réserves or monétaires qui existent sous la forme de lingots, des briques de 10 kilos, etc. Et qui est de l'ordre de 31 500 tonnes actuellement, 31 500 tonnes, disons 31 000 tonnes, quelque chose comme ça. Et puis, il semblerait qu'il y aurait à peu près la même quantité sous la forme de monnaie or et de lingots, c'est-à-dire quelque chose comme donc 31 000 tonnes à peu près. Et puis le double de ça qui existe sous la forme de bijoux. D'accord. C'est à peu près ça, l'essentiel de l'or qu'on connaît actuellement et qu'on peut constater. De toute façon, c'est à peu près ça. Donc, voilà, les pays africains n'ont pas beaucoup d'or. Alors, une autre question aussi, on nous dit, est-ce que vous auriez une solution concernant la France? Et qu'est-ce que doit faire la France véritablement pour se sortir de cette soumission? C'est Scorpion qui nous demande ça.
C'est de sortir de l'euro aussi. C'est sortir de l'euro. Sortir de l'euro et surtout et donc supprimer toute forme de délocalisation. La délocalisation est une malédiction. Il faut faire de la sous-traitance. Et la sous-traitance, ce qui est curieux, c'est que la première entreprise à avoir fait de la sous-traitance, c'est Airbus qui a fait de la sous-traitance. Et par exemple, les moteurs sont Rolls, etc. Et tout ça, ça a été... Ouais, tout est sous-traité. Tout a été sous-traité. C'est-à-dire que ça fait partie des échanges au niveau international, de l'universalité des échanges. Et simplement, donc la sous-traitance, c'est simplement que l'Allemagne a pratiqué la sous-traitance à l'état pur, ce qui est la manifestation de la nouvelle division internationale du travail. C'est quelque chose qui est tout à fait cohérent. C'est-à-dire qu'il faut faire de la sous-traitance, mais il faut éviter toute forme de délocalisation. Par exemple, ce qui fait Renault, qui produit Dacia, par exemple, en Roumanie, et qui importe Dacia, etc., parce qu'il ne faut pas oublier que Dacia est un produit roumain, est une exportation roumaine, ce n'est pas une exportation française. C'est juste des capitaux français, en fait, et du savoir-faire. Même pas des capitaux français, parce que de toute façon, Renault est une entreprise multinationale, et donc de toute façon, c'est coté au niveau de toutes les grandes bourses, et c'est donc du capital international. Et simplement, mais ça n'a rien à voir avec la France, c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, délocaliser, c'est déjà quelque chose de négatif, il faut utiliser la sous-traitance au maximum. C'est-à-dire pouvoir intégrer le travail des autres, etc., pour produire quelque chose. Et ça, c'est tout à fait normal. Et c'est-à-dire l'Allemagne, ce que l'Allemagne pratique, c'est tout à fait cohérent. Simplement qu'elle est fait dans des conditions particulièrement privilégiées, étant donné ses frontières, étant donné sa position géographique, tout simplement. La France, il ne faut pas l'oublier, elle n'a pas de hinterland, elle n'a pas un espace économique, elle n'a pas de frontières avec des pays avec des salaires ridicules, etc., comme l'Allemagne. L'Allemagne a tout un espace. C'est tous les pays de l'Est qui font partie du hinterland allemand. Oui, et puis en plus, comme vous l'avez précisé, c'est une zone très industrialisée, la Tchéquie, la Pologne, etc. Ce sont des pays avec une tradition industrielle très importante, etc., qui sont capables donc de faire de la sous-traitance, de produire dans des conditions extrêmement favorables et optimales. Et c'est pour ça que l'Allemagne, c'est tout dans des conditions absolument favorables, car il ne faut surtout pas s'oublier, c'est que l'Allemagne a actuellement l'excédent le plus important du monde, de loin le plus important du monde. Et cette année, son excédent va non seulement augmenter, mais l'excédent chinois va diminuer considérablement. Ça veut dire que l'Allemagne va se trouver probablement avec l'excédent qui serait par rapport au deuxième, le double du deuxième. Donc un excédent absolument impressionnant. Donc l'Allemagne est actuellement la puissance la plus concurrentielle du monde à cause de la sous-traitance. Et tout pays peut le faire. C'est quand même voilà, le fondement de la puissance allemande, parce qu'ils ont toujours eu, en plus aussi les Allemands, une grande tradition industrielle. Ça a toujours été une grande nation industrielle. Mais ils ont été toujours favorisés par les problèmes du système monétaire européen. C'est-à-dire à partir du moment où est apparue l'idée selon laquelle il fallait créer une monnaie unique pour créer les conditions de l'union politique, à partir de ce moment-là, on a produit un désastre absolument total. Dans la mesure où on a favorisé toujours la position allemande. Et que ce soit par exemple un serpent monétaire de 72. Le SME, non, le SME, c'est celui de 79. Et il y a les serpents monétaires et puis il y a les SME de 79, les serpents monétaires de 72. Et il fallait créer la convergence monétaire, c'est-à-dire donc déprécier la monnaie forte et apprécier la monnaie faible. Et qu'est-ce qu'il fallait faire pour déprécier la monnaie forte? Il fallait tout simplement produire de la monnaie et vendre cette monnaie. Et donc, cette banque centrale, la banque centrale allemande en l'occurrence, s'est trouvée en condition d'augmenter ses réserves, donc de se renforcer. Tandis que les pays à monnaie faible, le cas de la France, les francs, donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce qu'il fallait faire pour apprécier sa monnaie? Il fallait donc acheter sa monnaie sur le marché international, se dessaisir de ses réserves et donc s'affaiblir. C'est la raison pour laquelle les francs n'a pas tenu plus, donc ça a tenu 200 et quelques. C'est ça le franc fort, la fameuse politique du franc fort. Non, et c'était l'époque où la France était en pleine croissance économique.
et indépendamment de ça, ça n'a pas résisté. Pourquoi? Parce que la politique que les Francs devaient mener était une politique particulièrement défavorable, puisque la Banque de France était obligée de vendre, d'acheter sa propre monnaie avec ses réserves, et donc c'est de saisir de ses réserves, tandis que l'Allemagne, pour garder le niveau par rapport au savoir monétaire, pour arriver à monter ou même garder les mêmes niveaux à la rigueur, etc. Voilà, que les Allemands, ça a été un désastre, ça a été un désastre. Et la désindustrialisation a commencé en 73-74. D'accord. C'est-à-dire la grande désindustrialisation va commencer. Par la suite, il y a les chocs économiques de l'arrivée de la gauche au pouvoir, dans des conditions particulièrement défavorables, dans la mesure où ils décident de nationaliser et tellement d'entreprises et tout ça, que ça a provoqué une fuite de capitaux et tout ça, et ça va affaiblir la France. Et ça va provoquer les 3 dévaluations du franc, et de 81, 82, 83. Et rappelez-vous qu'en 83, mars 83, le 15 mars 83 exactement, et on ne pouvait pas sortir plus de 2000 francs. Et on ne pouvait pas utiliser la carte bleue à l'extérieur. Rappelez-vous, c'était une époque absolument terrible. Et donc, c'était le fait que la France va s'affaiblir terriblement et l'Allemagne va prendre une position de plus en plus importante dans la mesure où elle va arriver à un accord avec les États-Unis pour faire du mark la monnaie européenne. Donc c'était l'époque des célèbres 3 parties de l'ordre monétaire. Il y avait l'ordre du dollar qui était le primus inter pares, l'ordre du mark et l'ordre du yen. Mais en réalité, la France était dans l'espace mark. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, on a transformé le mark en euro, en fait. Est-ce qu'on peut dire ça Non. L'euro est totalement différent du mark. C'est-à-dire chaque pays, indépendamment du fait que chaque pays a sa propre monnaie en dernière instance, son propre euro, et c'est une monnaie totalement différente. C'est une monnaie commune en quelque sorte. Mais simplement que les pays excédentaires se trouvent avec ces privilèges, cette facilité de pouvoir acheter sa propre monnaie, de pouvoir donc acheter les droits d'émettre sa propre monnaie, et donc de pouvoir augmenter sa base monétaire, et donc créer des conditions de crédit plus faciles. Tandis que les pays déficitaires se trouvent dans la situation totalement inverse. Mais à part l'Allemagne, il y a d'autres pays excédentaires en Europe? Oui, il y a la Hollande, les Pays-Bas, d'accord. Les Pays-Bas, et puis il y a, que curieusement on ne parle pas, il y a l'Irlande. L'Irlande, pourquoi? Parce que l'Irlande pratique depuis son entrée dans la communauté européenne, et pratique donc un impôt sur les sociétés très bas de 12,5% au moment où les autres pays étaient en moyenne à 33%. C'est la raison pour laquelle toutes les entreprises américaines, etc., se sont établies en Irlande. Oui. Et c'est la raison pour laquelle l'Irlande a une capacité d'exportation absolument énorme. Parce que la crise irlandaise n'est pas la conséquence de la dette du pays, etc. C'est tout simplement la conséquence que les banques irlandaises se sont mis à investir dans les bons pourris américains d'une façon absolument extraordinaire, qui fait qu'à un moment donné, ils se sont trouvés avec une quantité absolument colossale des bons du trésor américain. D'accord, les fameuses dettes toxiques. De la dette toxique. Et c'est ça qui va provoquer l'effondrement de l'Irlande. Parce que sinon, l'Irlande est un pays excédentaire. Pourquoi? Parce qu'ils font de la concurrence déloyale par rapport aux autres membres de la communauté. Et personne ne parle de ça. Oui, c'est ça qui est incroyable. Et c'est un pays tout petit, de 4 millions d'habitants, 4 millions et demi d'habitants, et c'est tout avec une valeur des exportations absolument considérable. D'accord, donc c'est ça le boom en plus économique de l'Irlande, parce qu'ils ont connu un boom économique. Oui, à un moment donné, c'était donc... on l'appelait le dragon d'Europe. De l'Europe, etc. C'était considérable à cause du fait qu'ils pratiquaient cette politique de concurrence déloyale par rapport à ses partenaires. Et ce qui est curieux, c'est que personne n'en parle. Et nous devrons être en condition d'égalité des chances, créer les conditions de l'égalité des chances. Or, cette égalité des chances n'existe pas. D'un côté, il y a le fait, par exemple, que l'Irlande, par exemple, pratique cette concurrence déloyale à cause de l'impôt sur les sociétés à 12,5%, au moment où les autres, par exemple, actuellement, l'Allemagne est à 15%, nous sommes à 29%, l'Espagne est à 31% et le Portugal à 33%. C'est pas possible. On ne peut pas. Vous vous imaginez déjà, c'est-à-dire pour la France, l'effet de baisser à 15% se situe au niveau de l'Allemagne avec l'impôt sur les sociétés, il va falloir réduire donc toute la politique sociale qu'il y a en France. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur le chat? Voilà.
Alors, j'essaie de trouver des questions, mon cher, parce que Zach Mémarian, lui, il se plaint que je ne dis pas les questions, mais en même temps, il n'y a pas de questions. Enfin, vous vous battez entre vous. Alors, la Grèce, ouais. Est-ce qu'on on demande qu'est-ce qui va arriver à l'avenir de la Grèce? Parce que franchement, la Grèce, elle est dans, on va dire, c'est le pire pays de l'Union européenne à l'heure actuelle. Oui, qui se trouve dans la situation la plus difficile. C'est une situation absolument détestable. C'est quelque chose d'absolument terrible. Les taux de mortalité infantile ont augmenté d'une façon absolument considérable, etc., dans les 2 dernières années. Et il est évident que la Grèce ne peut pas continuer de cette manière-là. Il va falloir à un moment ou à un autre sortir de l'euro et que chaque pays puisse retrouver sa propre monnaie et surtout provoquer la disparition de l'euro. Parce que la disparition de l'euro veut dire la fin de la dette internationale de ces pays-là. Et en plus, la fin de l'euro, c'est aussi la fin de l'Union européenne. Parce que l'Union européenne ne survivra pas à la fin de l'euro, clairement. Non. Parce que l'idée qu'il y avait à la base, c'est une idée totalement absurde. C'est de dire l'union monétaire mène à l'union politique. L'union monétaire n'a jamais produit de l'union politique nulle part. Le contraire est plutôt vrai. L'union politique mène à l'union monétaire, mais le contraire n'a jamais existé. L'union monétaire n'a jamais produit une union politique. Ce n'est pas le rôle de la monnaie. La monnaie est un produit de l'État, c'est un produit du droit. C'est très important, ça, votre définition justement de la monnaie. La monnaie est un produit du droit. En grec, Aristote le signalait très bien, en grec, la monnaie s'appelle nomisma, qui vient de nomos, droit. C'est du droit objectivé. C'est un État qui produit sa monnaie. Donc l'union politique ne peut pas être le résultat de l'union monétaire, ça n'a jamais existé et ça ne peut pas exister. Ça ne peut pas exister. Et ce qui a existé, c'est-à-dire qu'en réalité, on a cru arriver à une sorte de fédéralisme, on est en train de se trouver dans une sorte de néocolonialisme. Ça, c'est la réalité des choses. Oui. Parce qu'on devient des esclaves, finalement. Et on est en train de devenir partie du hinterland allemand. Mais pour pouvoir être hinterlandisé, c'est-à-dire être utilisé dans la concurrence pour la sous-traitance, il va falloir avoir des salaires plus ou moins semblables à ceux de la Pologne ou de la Tchéquie. Et les salaires de la Pologne, actuellement, le SMIC, c'est à 350 €. Ouais, 350 €, ça veut dire qu'il faudra baisser les salaires français jusqu'à 350 €. Oui, c'est ça qu'il faudrait pour pouvoir arriver à la logique même de ces processus qui mènent à la hinterlandisation des pays de l'Europe du Sud, des pays de l'Europe latine et grecque. Voilà, concrètement. Ben ça, tous les économistes un peu sérieux nous mettent en garde, en tout cas, contre cette prédominance de l'Allemagne. Alors justement, en parlant d'Allemagne, ça me fait faire le lien avec Karl Marx. Oui. Puisque vous êtes, pardon, excusez-moi, l'auteur de Pourquoi Marx a-t-il échoué? Donc justement, oui, pourquoi... Je vais reprendre le titre du livre parce que c'est une question quand même, c'est vrai, pourquoi Marx a-t-il échoué alors? C'est-à-dire, le problème est le suivant, c'est-à-dire que Marx va être le résultat de la philosophie allemande, de la philosophie hegelienne d'un côté et de l'autre côté de la théorie monétaire anglaise, c'est-à-dire de Ricardo. Si on commence avec Ricardo, on va se rendre compte donc des problèmes qui pose la théorie de Marx. Marx a considéré qu'il y avait 2 théories essentielles à l'époque. C'était la philosophie donc hegelienne, de ce qu'on appelle la dialectique hegelienne, dont on va parler par la suite, et de l'autre côté, la théorie économique de Ricardo. Et qu'est-ce qu'il nous dit Ricardo? Ricardo nous dit, donc c'est lui qui va créer cette thèse selon laquelle la valeur des marchandises est déterminée par le temps de travail nécessaire à la production. Or, si on regarde bien les choses, la sphère de la production n'est pas le seul facteur qui ajoute de la valeur. Il y a par exemple les transports, la distribution, la commercialisation, la vente, la publicité, etc. Et en plus la TVA. Si on regarde par exemple au niveau d'un produit aussi international, par exemple que l'essence, donc le pétrole, on se rend compte que le coût de production de pétrole, c'est totalement ridicule. C'est même pas 1% du prix final. Pourquoi? Parce que dans les prix finaux, il y a les transports qui sont terriblement chers, avec des assurances pour les transports et tout ça. Il y a la distribution, la commercialisation, etc., etc. Et en plus, il ne faut pas oublier, par exemple, en France et en Europe, d'une manière générale, nous sommes actuellement avec une taxe que nous appelle la TIPP, qui est de l'ordre de 80% du prix final.
Vous comprenez? Donc, en réalité, la valeur des marchandises n'est pas déterminée par le temps de travail nécessaire à la production. La production n'est qu'une simple partie de la valeur finale, du prix final. C'est la raison pour laquelle donc, il y a eu une sorte de confusion et que malheureusement à l'époque, on a cru que la théorie de la valeur était la théorie scientifique par excellence. Et ce qui est curieux, c'est qu'on la prenait soit du côté de Ricardo, soit du côté de Marx, parce qu'il y a une petite différence entre l'un et l'autre. Ricardo disait que la valeur des marchandises est déterminée par le temps de travail nécessaire à la production, et Marx va ajouter socialement nécessaire à la production. C'est-à-dire que Marx va le rendre encore plus étroit, parce que lorsque Ricardo parlait du temps de travail nécessaire à la production, il parlait de la production au niveau international, tandis que Marx le ramène au niveau du national, c'est-à-dire quelque chose qui est beaucoup plus étroit. Et donc, ce qui fait que ça ne coïncide pas avec la réalité. Par exemple, Lénine, au moment où il a commencé la révolution, et donc disons fin 17 début 18, etc., la première chose qu'il va dire, c'est de dire, on constate que les coûts de production ne déterminent pas les prix finaux. Par exemple, les coûts de production de poules, par exemple, dans la campagne d'étang, etc., et par contre, dans les villes, ça se vend à 10 fois la valeur et tout ça. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit? Tout simplement, c'est le résultat du fait qu'il y a des intermédiaires qui se sucrent et qui perturbent la loi de la valeur. Donc, il a ordonné qu'il fallait exécuter tous ces gens-là. Ces gens-là ont été exécutés. Mais ça a donné quoi? Ça a donné donc le communisme de guerre, l'époque de la famine dans les grandes villes, dans lesquelles on pratiquait donc le fait de manger, c'est semblable. L'anthropophagie, ça c'était une réalité à cette époque-là. Et tout ça pourquoi? Parce que de toute façon, il n'y a pas que la production, les sphères de la production qui déterminent le prix final. Le prix final, il y a d'autres facteurs, beaucoup plus importants, par exemple comme les transports, etc., etc., pour certains produits. Par exemple, le cas de l'essence. Les transports, c'est quelque chose d'énorme. C'est que ça coûte, les transports de ces tankers, etc., c'est quelque chose d'absolument immense. Les coûts de production, c'est tout simplement de l'aspiration, pour ainsi dire, du pétrole qui se trouve dans les centrales de la Terre. Et tout ça, c'est pas très difficile. Tandis que les transports, c'est quelque chose de cher. La distribution, la commercialisation, la vente, la publicité, etc. Et puis la TIPP, vous vous imaginez. Donc, c'est la raison pour laquelle, du point de vue économique, Marx va se tromper avec la théorie de la valeur. Et en plus, il ne se rend pas compte que la monnaie est un facteur essentiel, parce que la monnaie, c'est le cœur de l'économie et la colonne vertébrale de l'ordre social. Il ne va pas se rendre compte de ça. Marx va considérer, par exemple, que la monnaie, il est dit, par exemple, de la Grundrisse, il nous dit que la monnaie est la manifestation de la vénalité et de la prostitution universelle, et que la monnaie doit disparaître. C'est quelque chose, il ne se rend pas compte. Par exemple, Aristote avait dit le contraire. Aristote nous dit il n'y a pas de monnaie. À partir du moment où il y a échange élargi, il doit y avoir monnaie. Mais la monnaie est un produit du droit. C'est du droit objectivé. Et c'est la raison pour laquelle Aristote nous fait remarquer constamment, plusieurs fois dans son œuvre, nous fait remarquer que la monnaie en grec s'appelle nomisma, qui vient de nomos, droit. Et en plus, l'économie, Marx considère que l'économie était le fondement du social. Or, Aristote parle de la thèse sur laquelle c'est le droit le fondement du social. Le social, c'est du droit objectivé. Et que l'économie est un moment du droit, ikos nomos. L'économie contient les nomos dedans. C'est un moment du droit, c'est une manifestation du droit de la même façon que les politiques. Et les politiques, c'est du droit, dans la mesure où il y a un texte fondamental qui se trouve à la base. D'accord. Et donc, selon vous, Marx, justement, il s'est perdu dans cette notion de monnaie. Il a sous-estimé, en fait. À l'époque, il ne donnait pas d'importance à la monnaie. Ouais. Et celui qui va donner de l'importance à la monnaie, c'est John Locke, dans ses célèbres textes, ces textes économiques sur les some considerations concerning the value of money, quelques considérations concernant la valeur de la monnaie. Il a écrit 3 textes.
texte de base qui vient d'être traduit en langue française dernièrement, il y a 200, quelque chose comme ça, etc. Et le fait est que lui, il voit vraiment l'importance de la monnaie. Et il se rend compte que la monnaie, qu'il y a une différence entre une économie purement monétarisée et une économie où existe le crédit, où le crédit commence à se manifester, c'est-à-dire où il y a un phénomène de vitesse de circulation de la monnaie. C'est la raison pour laquelle il nous dit dans sa célèbre théorie quantitative qu'il ne faut pas uniquement tenir compte de la quantité de monnaie, il faut aussi tenir compte de la vitesse de circulation. Et la vitesse de circulation est en rapport avec le crédit, en rapport inverse. Plus le crédit est bas, plus la vitesse de circulation est élevée, etc. Et nous nous rendons compte de l'importance du crédit actuellement parce que nous sommes dans une économie où il y a une crise du crédit qui est très importante. Voilà, on est dans une économie de dette. Parce que ça, alors justement, on nous pose la question sur le chat, on nous dit est-ce qu'il ne faudrait pas abolir justement le privilège de la Banque centrale et nationaliser, voilà, Attila il dit nationalisons les. Qu'est-ce que vous pensez de nationaliser les banques, d'interdire l'usure et que faire des banques un service public, mais ça c'est fondamental, c'est-à-dire qu'il est tout à fait évident que les banques de dépôt devraient être du service public parce que c'est l'État qui est responsable en dernière instance des dépôts. Et c'est l'État qui garantit les dépôts. C'est l'État qui garantit les dépôts. Donc, en réalité, les banques de crédit doivent appartenir au système public, et ça c'est tout à fait évident. Hein. Et par contre, ce qui se passe, par exemple, dans les pays de l'Afrique francophone, c'est le fait qu'ils sont une monnaie qui est une monnaie unique, qui a donc qui pose ce problème fondamental du fait qu'ils bénéficient les pays excédentaires et pénalisent terriblement les pays déficitaires. Donc, ce sont des pays qui se trouvent en rareté monétaire et rareté de crédit. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans l'espace de la monnaie unique européenne, les pays du Sud sont actuellement en train de plonger dans la déflation à cause du fait de la rareté monétaire. C'est la même chose. Et en plus, les francs CFA est en parité pure avec l'euro, qui est une monnaie qui est déjà surévaluée pour la France, qui est la 5e puissance économique du monde. Alors voilà, pour les pays d'Afrique, c'est les saignes à blanc, quoi. C'est un désastre total. Et le problème, c'est bien entendu, il faut revenir à un système de crédit public comme existait avant en France ou existait avant donc, dans beaucoup de pays européens. Alors on nous demande aussi, ça c'est Guigou, qui dit qu'est-ce que vous pensez de l'idée d'un salaire minimum pour tout le monde? J'imagine que vous avez déjà entendu parler de ces idées, je ne sais pas si vous connaissez Bernard Friot, et donc le salaire à vie pour tout le monde. Est-ce que c'est viable économiquement, vous, au-delà du point de vue politique? Est-ce que déjà économiquement c'est un système qui est viable? C'est-à-dire qu'on voilà, on a un salaire à vie, tout le monde, sans condition de ressources. Non. Et il est tout à fait évident que les choses ne peuvent pas fonctionner de cette manière-là. Et d'un côté, il y a l'économie qui fonctionne selon ces règles, etc., de l'offre et la demande. De l'autre côté, il y a l'État qui intervient, et l'État intervient selon les principes de la justice distributive, de la justice contributive et de la justice distributive. Dans le sens, donc, que, par exemple, la fiscalité, ça sert pour niveler les sociales. D'un côté, c'est-à-dire donc taxer les plus riches et taxer moins ou pas du tout les plus pauvres, ça c'est tout à fait évident. Et de l'autre côté, la justice distributive, c'est-à-dire l'État doit distribuer une partie des richesses créées. Et en vue de quoi? En fonction des besoins. Il doit aider ceux qui sont dans les besoins et non pas ceux qui ne sont pas dans les besoins. C'est ça tout le problème. Donc il y a depuis la nuit des temps, et depuis donc Aristote, en réalité, nous avons cette idée de l'état de justice, de l'état qui crée les conditions donc du nivellement social. C'est ça la fonction fondamentale et éthique de l'état, c'est créer les conditions du nivellement social. C'est-à-dire une sorte de niveler dans le sens donc d'éviter des disparités trop grandes entre les très riches et les très pauvres. Mais on ne pourrait pas, par exemple, justement, imaginer un système, puisque finalement, les revenus, on va dire, annexes, ils existent déjà par l'assurance chômage, le RSA, etc. C'est déjà des formes de revenus annexes distribués par l'État. Mais qui tentent à disparaître actuellement à cause de la crise, car il ne faut pas oublier. Oui, évidemment, oui. Là, nous sommes actuellement en train de vivre la fin de ce qu'on appelait l'État-providence. Et donc, on se rend compte de l'importance, de toute façon, d'une politique sociale de l'État. Mais c'est l'État qui doit assurer cette politique d'une justice distributive, c'est-à-dire d'aider ceux qui sont dans les besoins et non pas ceux qui n'ont pas besoin. Et de l'autre côté, bien entendu, la justice contributive, c'est-à-dire que les personnes qui ont des gros moyens doivent payer en fonction de ses revenus. Ça, c'est tout à fait évident.
D'accord. Donc, et pour revenir, oui, on passe au problème de la dialectique hegelienne. Ah, bah, allez-y. Parce qu'il y a le fait, pourquoi Marx s'est trompé? Il n'y a pas que le problème donc, de la théorie de la valeur qui pose problème. On n'a pas besoin de faire des études pour comprendre, et comme je viens de le dire, que les coûts de production ne déterminent pas la valeur finale, et que les coûts de production ne participent que sur une simple partie de la composante globale du prix final. Et de l'autre côté, avoir dit par exemple que la monnaie est une manifestation de la vénalité, de la prostitution universelle et qu'il faudrait supprimer la monnaie et tout ça, ça c'est totalement du délire, ça c'est donc de l'anti-économie. Parce qu'il se passe la chose suivante, si nous essayons de réfléchir par exemple à Marx à partir d'Aristote, Aristote nous dit la chose suivante. Il nous dit que le droit est un produit de l'idée de la justice, donc de l'éthique. Que le droit se manifeste dans l'économie et la politique et s'objective dans la monnaie. Voilà l'idée d'Aristote. Et donc, pour lui, pour Aristote, disons, les droits, l'économie et la politique sont des instruments en vue de la création d'une finalité éthique du social, en vue donc de l'accomplissement du social. Les droits, l'économie et la politique existent en vue de ça. Tandis que pour Marx, d'un côté, il considère que l'économie est le fondement du social, sans se rendre compte que l'économie contient du droit, et que l'économie c'est du droit en réalité, c'est du droit. Et de là, le concept dikos nomos, le droit est là, de toute façon fait partie de l'économie. L'économie ne peut pas exister sans droit, ça c'est tout à fait évident. Alors, donc, il considère que l'accomplissement du social est le résultat des automatismes de l'histoire, des automatismes qui font, par exemple, c'est le développement des forces productives qui fait qu'on va à un niveau de production de plus en plus important, où on va vers une société de plus en plus riche, etc. Parce que l'idée de Hegel, avec la dialectique hegelienne, c'est le fait qu'il considérait que la loi de Comte, parce que la loi de Comte est à la base de toute civilisation, de toutes les grandes civilisations. Par exemple, il y a les yin et les yang, dans le cas des Chinois, etc. Vous avez entendu parler de ça. Sûr, oui. Ça, c'est tout à fait évident. Donc, toutes les civilisations ont très bien compris la loi de Comte, qu'il y a le bien et le mal, et la vie et la mort, etc. Qu'il y a les justes et l'injuste, qu'il y a etc., etc. Donc, tous ces concepts existent. Alors, la loi de Comte a été pensée par les Grecs d'une manière, car il ne faut pas oublier qu'il y a deux bases de la culture occidentale. Il y a la civilisation grecque et il y a la civilisation hébraïque, n'est-ce pas? Ce sont les deux points d'appui de cette civilisation. Si nous revenons à la civilisation grecque considère de toute manière les phénomènes de l'accomplissement du social à partir de la loi de Comte. La loi de Comte, il les voit à deux niveaux différents. D'un côté, au niveau de la nature, c'est les positifs, les négatifs s'opposent aux positifs, soit dans l'identité, soit dans la différence, etc. D'après donc la définition qu'il donne. Soit dans la culture, et dans la culture, la loi de Comte s'oppose d'une manière différente à la loi de Comte au niveau de la nature, dans la mesure où Aristote nous dit, par exemple, que l'injuste est ce qui s'oppose au juste, soit par excès, soit par défaut. C'est donc autre chose, tandis que Hegel va introduire la loi de Comte au niveau de l'idée du temps. C'est-à-dire ce qui est s'oppose à ce qui n'est pas encore, à ce qui va devenir. Il y a le processus du devenir, il y a ces mouvements. En plus, ces mouvements du devenir, il les place dans une sorte de progression à l'infini. Il y a un mouvement de progression, de progrès à l'infini. Parce qu'à la base de l'idée de la philosophie de la nature de Kant, c'est toute l'idée selon laquelle le cosmos passe du chaos à l'ordre. Il y a donc un processus qui mène du chaos à l'ordre. De la même manière, et pour Hegel, il y a un processus qui mène
de la barbarie à la civilisation. Et c'est l'idée que Marx va reprendre. Simplement, donc, disons que le devenir du monde n'est pas conditionné par l'idée, par une sorte d'idéal, par une sorte de devoir-être, comme on dit, mais est conditionné par les automatismes de l'histoire. Et ces automatismes sont liés au développement des forces productives. Parce que pour Marx, comme pour Hegel, il y avait l'idée selon laquelle tout moment historique est supérieur à celui qui le précède et donc inférieur à celui vers lequel il tend. Donc le devenir est toujours plus accompli, plus parfait, plus plein de lui-même, etc. Et ce qui veut dire, traduit par exemple dans le langage des modes de production marxiste, ça donne l'idée selon laquelle le capitalisme est supérieur productivement au système féodal, donc le système capitaliste est inférieur productivement au système communiste. Donc il y a une sorte d'évidence qui apparaît là. Et il n'y a pas d'évidence. Le problème, c'est que pour Marx, ce n'est pas l'idéal qui conditionne le devenir du monde, ce sont les automatismes de l'histoire. C'est que les marxistes appelaient, à l'époque soviétique, appelaient la dialectische materialistische, c'est-à-dire le matérialisme dialectique. Le matérialisme dialectique est ce processus dans lequel donc, la réalité s'accomplit. L'ordre du cosmos passe du chaos à l'ordre. Donc il y a ce processus, de la même manière, il y a ce processus qui mène de la barbarie à la civilisation. Or, en réalité, ce n'est pas ça. Ce qui est la finalité du social, c'est le résultat d'un idéal. Et cet idéal, c'est l'idée de la justice. C'est l'idée de la justice qui tend à s'accomplir dans le social. Elle tend à s'accomplir à travers les droits, l'économie et la politique. Car il ne faut pas oublier que les droits, c'est un produit de l'éthique, c'est un produit de l'idée de la justice. Et c'est donc la réalisation pleine et entière du droit de l'économie et de la politique qui doit créer les conditions de l'accomplissement du social. Alors, on nous demande, par exemple, mais comment faire pour revenir justement à une économie publique régulée par le public. Ça, c'est Bref de Jazz. Comment on fait pour faire ça? On nationalise tout C'est le public. Non. Il y a des choses, chaque État doit décider quelle est la partie qui doit correspondre au public et quelle est la partie qui doit correspondre au privé. Car il ne peut pas y avoir économie publique sans économie privée. Et de la même façon qu'il n'y a pas de société civile sans État, État sans société civile. Donc on ne peut pas penser par exemple à l'idée de Platon de créer que tout soit État et rien dans la société civile. Et Aristote, justement dans sa discussion avec Platon, disait on ne peut pas sortir de la loi des compteurs. Il faut qu'il y ait société civile et qu'il y ait État. Simplement que chaque société doit décider quels sont les secteurs qui doivent être dans le domaine de l'État, dans le domaine public, et quels secteurs doivent être dans le domaine du privé, etc. Et simplement, par exemple, dans le cas du crédit, c'est tout à fait évident qu'à partir du moment où l'État garantit les dépôts, à partir de ce moment-là, ça doit être du secteur public. Et donc, le crédit doit être considéré comme une politique, comme étant partie de la politique sociale. Mais on ne pourrait pas se passer, par exemple, il y a Comet, lui me demande, pensez-vous que l'on pourrait s'organiser pour se passer de l'alimentation industrielle, par exemple en France? Est-ce qu'à un moment donné, on pourrait se passer aussi économiquement, décider ce secteur-là, puisque c'est du droit finalement? Ou est-ce qu'on aurait trop de forces confrontées contre nous qu'on ne pourrait pas le faire? Parce qu'il y a clairement aujourd'hui une volonté, on va dire, de s'attaquer au fond des problèmes, justement, par exemple, sur le problème de l'alimentation, à imposer à ces industriels à qui on a l'impression qu'on ne peut rien imposer, justement, des règlements d'État. Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est l'économie qui dirige tout, que le politique n'a plus sa place dans ce... C'est l'économie qui fait le droit et qui fait la politique, on a l'impression. On a l'impression que les rôles, il n'y a plus le droit à la base qui fait la politique et l'économie, mais plutôt l'économie qui fait le droit et la politique, quoi. On a l'impression que les rôles sont inversés. Je ne sais pas ce que vous en pensez de cette... Parce que c'est le sentiment que beaucoup de gens ont. Et en réalité, là, on assiste à une sorte de domination de l'économique aveugle, tout simplement parce que l'État a abandonné son rôle. Le rôle régulateur de l'État et le rôle des régulateurs de l'État passent tout d'abord par la monnaie. Et il faut qu'un État soit capable de produire, de gérer sa propre monnaie, et à partir de ce moment-là, la moitié du problème est résolue. C'est aussi simple que ça. C'est à partir du moment où il peut gérer sa monnaie, à partir du moment où il est incapable de gérer sa propre monnaie, de pouvoir décider donc de la valeur de sa propre monnaie, à partir de ce moment-là, l'État abdique de son propre rôle.
Et donc on se trouve bien entendu par une sorte de prise dominée plutôt par les forces aveugles de l'économie, mais les forces aveugles de l'économie qui ne correspondent pas à l'idée de la justice dans la mesure où c'est une nation qui détient les droits actuellement d'émettre la monnaie internationale. Et c'est elle qui détermine donc la politique, l'économie et les droits au niveau international. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut donc revenir à l'étalon or au niveau international pour que chaque État puisse avoir son propre espace tout en déterminant, en ayant la possibilité de déterminer sa propre monnaie. Mais qui fixerait le prix de l'or à ce moment-là? C'est l'offre et la demande, de toute façon, ça c'est tout à fait évident. Mais ils n'auront pas aussi moyen encore de spéculer, parce qu'on sait que ça spécule beaucoup sur l'or. C'est spéculer, c'est-à-dire les spéculations, va se situer à quel niveau, manipuler le cours un peu, c'est-à-dire... Non, ça non. C'est-à-dire, le problème c'est qu'il faut donner aux nations la possibilité d'acheter des métaux précieux. C'est ce qu'ils ont compris actuellement. Les Chinois et les Allemands sont en train de les comprendre parce que, par exemple, actuellement en Allemagne, on achète dans des machines, etc., on achète de l'or. Et donc les Allemands ont très bien compris qu'il vaut mieux avoir une société civile avec une réserve métallique qu'avoir une société civile sans rien. C'est ça le problème. Parce que dites-vous, par exemple, dans les pays, par exemple en Amérique latine, il est interdit d'acheter de l'or. Donc, qu'est-ce qu'ils font les gens? S'ils veulent avoir une valeur qui soit un peu plus sûre, plus ou moins sûre, etc., ils s'achètent des dollars. Et en achetant des dollars, ils soutiennent les dollars. Et donc, ils détruisent leur propre économie de cette manière-là. Il faut au contraire laisser à la société civile la possibilité de pouvoir donc garder de l'or s'il veut, pourquoi pas, etc. Et les Chinois l'ont très bien compris. Actuellement, les Chinois permettent non seulement d'acheter de l'or, mais acheter de l'argent. Donc, avoir de l'argent métal, avoir donc des réserves métalliques, car il vaut mieux avoir, comme je viens de le dire, une société civile avec des réserves métalliques qu'une société civile sans rien. Parce que si demain, il y a une implosion du système de l'euro, pour les pays où, par exemple, dans le cas de l'Espagne et le Portugal, où les achats d'or sont interdits, ne sont pas possibles tout simplement, donc ça veut dire que ces sociétés vont se trouver sans rien du jour au lendemain. D'accord, alors justement, parce que pour enchaîner avant la deuxième pause, on me demande depuis tout à l'heure, Schnapp, il me dit qu'il y a un lien de Pierre Jovanovic sur une fameuse monnaie USA-euro. Alors bon, je n'ai pas vu le lien, il a envoyé le lien. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler pour 2018. Oui, non, mais c'est un projet, c'est ça? Ça va dans le marché TAFTA? Non, mais on peut créer une sorte de panier monétaire, plus ou moins. Mais le problème, c'est que si on crée un panier monétaire, par exemple, supposons, simplement pour prendre un exemple, par exemple les dollars, l'euro et les yuan, et simplement on va donner donc à ces pays-là les droits d'émettre la monnaie internationale. Mais le problème c'est que l'euro n'a pas le droit d'émettre de la monnaie. Donc on se trouve totalement piégé. Donc de toute façon c'est artificiel, c'est donné simplement, au lieu de les donner à un seul, on les donne à trois. Mais dans ces trois-là, il faut savoir qu'il y en a un qui n'est pas viable, qui ne peut pas émettre de la monnaie. Donc, il ne peut pas jouir de ses privilèges. Donc, ça n'a aucun sens. Non, ça n'a aucun sens. Donc, la seule chose qui a un sens, c'est le retour à l'étalon or international et que les monnaies soient déterminées par la politique économique de chaque pays. On me demande aussi, vous pensez quoi des travaux de Paul Craig Roberts sur la thèse du marxisme? Je ne sais pas si vous connaissez Paul Craig Roberts. Non. Oui, et on me demande qu'est-ce que vous pensez de sa thèse sur le marxisme et sa vision sur le jeu du dollar. Voilà. Oui, non, mais de toute façon, le marxisme est considéré donc un peu comme la science, par exemple, comme disait Sartre, c'est l'horizon indépassable de la pensée de notre temps. On continue à le penser de cette manière. Et ce qui était curieux, c'est que même Raymond Aron, dans son célèbre texte, parce que je vais au-delà, par exemple, Raymond Aron est beaucoup plus important, Raymond Aron, dans son célèbre texte, Le marxisme de Marx, il dit à un moment donné, je suis d'accord avec Sartre lorsqu'il dit que le marxisme est l'horizon indépassable de la pensée de notre temps. Et donc on a cru que le marxisme disait la vérité et par exemple, Raymond Aron lui-même considérait que la loi de la valeur était une loi scientifique par excellence. Or, il n'a pas vu que les coûts de production, la production n'est pas le seul facteur qui détermine le prix final, qu'il y a d'autres facteurs qui interviennent.
Mais c'est incroyable qu'ils n'aient pas pensé à ça, parce que même au 19e siècle, c'était déjà comme... Il y avait quand même ces éléments-là. Mais le 19e siècle, à un moment donné, Keynes va sortir une blague à ce niveau-là qui est très significative. Il dit que le 19e et le 20e siècle ont été conditionnés par la théorie de la valeur, comme le siècle d'or a été conditionné par l'Inquisition. C'est exactement la même chose. D'accord, ah bon, il avait tout compris alors. Il avait tout compris. Mais ce qui est curieux, c'est qu'il n'a pas développé cette idée. Parce qu'il n'a pas vu lui-même le problème que la théorie de la valeur était fausse à sa base. Et il ne voit pas la fausseté. Et la fausseté se trouve dans le fait de dire que la valeur des marchandises est déterminée par le temps de travail nécessaire à leur production. C'est la production, c'est la raison pour laquelle les ouvriers, au sens strict du terme, pour Marx, le prolétariat, est celui qui transforme la matière. On ne peut pas dire que le prolétariat, c'est les vendeurs de marchandises, les commerçants, etc. etc. Non, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Ou c'est celui qui transporte les choses, etc. Non, pour Marx, ça n'ajoutait pas de la valeur, tout ça. Écoutez, on va faire une petite pause, la deuxième, parce que je vois qu'il est déjà 10. Et puis on revient juste après, si la régie est prête, on va me faire signe. Bon, bah, c'est parfait, bah, on fait la petite pause, on revient juste après. À vous la régie. Merci. De retour donc sur la libre antenne, toujours avec Norman Palma. Alors Norman Palma, justement, on s'est dit dans cette dernière partie, vous êtes d'origine nicaraguayenne, donc vous connaissez très bien l'Amérique du Sud et ça on pourrait parler parce qu'il se passe beaucoup de choses en Amérique du Sud. Il y a des changements continentaux quand même assez importants, puisqu'il y a eu Chavez, on sait, il y a eu le président Correa aussi en Équateur. Bon, il y a eu la présidente Bachelet au Chili, la présidente Kirchner en Argentine, Dilma Rousseff dans la continuité de Lula au Brésil. Enfin, on est dans une... et voilà, Evo Morales, comment pourrais-je l'oublier, le président aussi uruguayen, j'ai oublié son nom, le fameux président uruguayen qui refuse de toucher son salaire. Il s'est fait connaître, en tout cas dans les milieux de résistance européenne, il est très connu. Mais il y a quand même le vent d'un changement en Amérique du Sud, puisqu'on était quand même dans des dictatures militaires encore dans les années 70. C'est-à-dire il y a un changement, mais il se passe la chose suivante. On ne peut pas comprendre ces changements sans tenir compte du fait que, comme je l'expliquais dans la première partie de ces interventions, que l'Amérique latine est sortie de la crise de la dette internationale. La crise de la dette internationale a été quelque chose de terrible. Elle a commencé donc en 1974 et 75, quelque chose comme ça, etc. Et donc elle va atteindre son maximum à fin 2001. Et à partir de ce moment-là, donc, il y a une sorte de retour en force de l'Amérique latine et de tous les pays, c'est-à-dire qui ont commencé à exporter d'une façon absolument extraordinaire, commencé à connaître une croissance économique de l'ordre de 7, 8, 9, 10%, etc. Y compris l'Argentine, qui était à un moment donné dans une situation absolument désastreuse après la crise de 2001, etc. Et donc l'Argentine, étant donné qu'elle avait sa propre monnaie, elle avait la possibilité de dévaluer sa monnaie, donc elle a dévalué sa monnaie, et en histoire de quelques mois, elle s'est trouvée avec des excédents absolument impressionnants. Donc il y a eu une croissance économique et la crise a duré peu de temps et elle s'est trouvée en histoire de peu de temps avec des excédents et puis une reprise économique absolument impressionnante. Que maintenant, au niveau, par exemple, de la politique actuelle de Mme Kirchner, et que ça soit très problématique dans la mesure où ils se mettent de la monnaie d'une façon un peu incontrôlée, peut-on dire, parce qu'ils sont en taux d'inflation de l'ordre de 35%. Et ils ont compris dernièrement que, parce que lorsqu'ils se mettent à émettre de la monnaie, parce que lorsqu'on contrôle la planche à billets, c'est très simple, c'est très facile à essayer de faire en sorte de subventionner les sociales d'une façon sans moins de difficultés, etc. Mais dernièrement, ils ont compris qu'il fallait dévaluer la monnaie, pas simplement provoquer de la déflation interne. La déflation interne, c'est quelque chose qui pose des problèmes. Et il faut savoir donc utiliser la monnaie. C'est pour ça que le grand problème, c'est que là-bas, les ministres de l'économie, et très souvent donc les responsables des banques centrales, ce sont des membres de grandes familles qui ne connaissent rien à la théorie économique et qui ne connaissent rien donc à ce qui se passe en ce qui concerne les problèmes de la monnaie et tout ça, et qui font des bêtises. Mais indépendamment de ça, il est vrai qu'il y a une croissance économique très forte.
Mais cela n'a pas réduit tous les problèmes qu'il y a là-bas. Il ne faut pas oublier que là-bas, nous avons affaire à des sociétés extrêmement inégalitaires, très inégalitaires. Par exemple, le Brésil, un des pays les plus inégalitaires du monde. Ça, il faut le savoir. Pour y avoir été, je confirme, il n'y a presque pas de classe sociale au milieu. On a l'impression qu'il y a des très riches et des pauvres. Il n'y a pas d'intermédiaire. Et qu'actuellement le reste du monde va dans le sens de l'Amérique latine, c'est-à-dire de ces sortes d'inégalités sociales absolument impressionnantes, compris aux États-Unis, compris en France, compris donc dans tous les pays de l'Europe, n'est-ce pas? Et même les pays de l'Est sont en train de converger vers cette sorte de différence entre les très riches et les très pauvres, etc. On va vers une sorte d'inégalité de plus en plus grande, qui a été le résultat de la conquête de l'Amérique latine. Et tout ça, ça a été le résultat donc du fait que les conquistadors ont pris le pouvoir, les descendants des conquistadors ont pris le pouvoir et ils se sont appropriés de toutes les richesses des populations de là-bas. Oui, alors, parce que ça, voilà, alors, vous pourrez confirmer justement, en Amérique du Sud, donc c'est bien cette descendance de cette classe des anciens colons, des grandes familles, ce qu'on appelle là-bas les grandes familles. Et voilà, et qui ont pris le pouvoir après les indépendances et qui l'ont conservé jusqu'à aujourd'hui. Qui avaient le pouvoir à l'époque coloniale, qui avaient une partie du pouvoir à l'époque coloniale, parce que l'époque coloniale, les pouvoirs les détenaient essentiellement les ordres religieux. Détenir les terres, contrôler donc l'immobilier, tout ça, contrôler l'argent, etc. C'était presque 75% des richesses étaient détenues par les ordres religieux. Parce que c'est justement la réforme de Charles Quint avec ce qu'on appelle les nouvelles lois de 1542 qui vont retirer donc les pouvoirs aux colons et qui vont les donner aux ordres religieux. Et les ordres religieux vont s'enrichir d'une façon absolument impressionnante. Mais après, avec les indépendances, c'est une sorte de revanche des criollos. C'est une sorte de revanche donc des grandes familles qui vont s'approprier tous les biens de l'Église, etc. et qui vont devenir donc actuellement ceux qui détiennent toutes les richesses. C'est les grandes familles qui détiennent la richesse. Et la base populaire, la base sociale est très très pauvre, très très pauvre. Mais c'est un espoir de voir arriver quand même des présidents, j'ai envie de dire, un peu plus autochtones, comme Chavez, bon, pas à son âme, mais Evo Morales aussi. C'est-à-dire qu'on a l'impression que, voilà, Evo Morales, il n'a pas une tête de descendant d'Espagnol. Non, mais indépendamment de ça, il continue avec la même logique. C'est ce qui était curieux. C'est-à-dire que les grands propriétaires, les grands propriétaires terriens sont toujours les grands propriétaires. C'est eux qui détiennent l'essentiel de richesse, les grandes familles. C'est quelque chose qui a été à un moment donné, par exemple à l'époque de la Révolution mexicaine, ils ont failli perdre le pouvoir, etc. Mais tout de suite après, donc les grandes familles se sont organisées dans les partis, justement, les PRI, les partis révolutionnaires institutionnels, et dans lesquels ils sont organisés ce qu'on appelle une dictature parfaite. C'est-à-dire dans le sens où chacun qui était président à son tour, il nommait les suivants, etc. Et donc ils avaient la possibilité donc chaque membre des grandes familles, c'était le conseil des grandes familles, etc. Et qui vont détenir le pouvoir, et puis ils se donnent le pouvoir, donc ils restent en terme uniquement 4 ans. Et puis ils donnent la possibilité à quelqu'un d'autre, etc. Et ainsi de suite. Le fait est de faire le tour à un moment donné dans les grandes familles. Mais c'est eux qui contrôlent les richesses. Et ça se passe dans toute l'Amérique latine, simplement que dans le cas du Mexique, ils ont eu la possibilité de créer ce qu'on appelle une dictature parfaite, qui est un terme qui a été donné par Vargas Llosa, l'écrivain péruvien qui vit actuellement en Espagne, etc. Et c'est un terme qui est vraiment adéquat, parce qu'en réalité, c'est les grandes familles qui contrôlent tout le pouvoir et qui contrôlent toutes les richesses. Et qui en même temps se donnent la possibilité de s'enrichir au maximum à un moment donné. Donc il n'y a plus de dictature. Et donc il y a actuellement une sorte d'alternance qui se réalise. Mais les grandes familles, ce sont eux qui contrôlent toujours le pouvoir. Simplement qu'il y a eu à un moment donné cette période donc de la grande croissance économique, on peut les situer, les dater précisément de 2002 à 2012. À partir de 2013, etc., commence une nouvelle crise. Pourquoi? Parce qu'il y a un rétrécissement sur le marché international. Les marchés internationaux tendent à se réduire. Et donc, il est évident que ces pays-là n'ont plus la même capacité d'exportation qu'ils avaient avant.
parce qu'il y a trop de concurrence sur le marché international. À un moment donné, à cause de la baisse du dollar et tout ça, ils ont réussi donc à sortir de la dette et à avoir même des réserves très importantes. Actuellement, par exemple, les pays de l'Amérique latine doivent détenir quelque chose comme 750 milliards de dollars de réserves. Sont très importantes les réserves qu'ils détiennent, etc. Mais et tout ça, ça ne fait que consolider les pouvoirs des États-Unis et le pouvoir du dollar. C'est ça qui est absolument. Mais ils ne savent pas comment s'en débarrasser. Non. Et en même temps, ils ne savent pas comment changer l'ordre des choses au niveau interne. Parce qu'il n'y a pas cette idée selon laquelle il s'agit de créer donc des sociétés dans lesquelles il y a un principe d'égalité à la base. Là-bas, les populations donc, des anciens colonisés, etc., ce sont des populations extrêmement soumises et très dominées d'une façon absolument impressionnante, que ce soit la population indienne ou la population noire ou la population mélangée, etc. Et si on regarde très bien, qui détient le pouvoir, ce sont toujours les descendants des conquistadors, ce sont toujours les descendants des Occidentaux qui détiennent le pouvoir là-bas. Et il y a eu par exemple les cas de Chavez, de Morales et tout ça, mais c'est des cas très particuliers. Ce n'est pas ça qui va conduire à un changement énorme, y compris par exemple à Cuba. À Cuba, la majorité de la population est noire et mulâtre, il n'y a pas un seul noir ou mulâtre au gouvernement. C'est ça le problème. Donc c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui vient de l'histoire, qui est le résultat donc de la conquête, qui est le résultat de la colonisation et tout ça. Et qui va créer un monde très particulier dans lequel les inégalités sociales sont impressionnantes. Et ça n'a rien à voir avec les problèmes que ce soit de type socialiste ou que ce soit de type non socialiste. Parce que par exemple, dans le cas de Cuba que je viens de dire, la population majoritaire est noire et mulâtre, il n'y a pas un seul noir ou mulâtre au gouvernement. Hein? Oui, c'est toujours, c'est toujours le même phénomène. Les descendants des conquistadors. Les descendants des conquistadors qui continuent à avoir le pouvoir et malgré les modes de production, comme on dit en utilisant les termes de Marx. De Marx, oui. Ça n'a rien changé. Non, ça n'a rien changé. C'est-à-dire que, bien entendu, il y a eu un moment donné dans lequel donc, la monnaie est en parité avec les dollars. Elle est accrochée au dollar. Accrochée. Les monnaies accrochées au dollar. Accrochées au dollar. Et puis, donc, comme les dollars se dévaluent, donc les monnaies latino-américaines tendent à se dévaluer en même temps, mais en même temps, ils sont en train de dévaluer par-dessus ça. Ils sont en train de provoquer des dévaluations parce que c'est la seule façon de pouvoir être concurrentiel, parce qu'il y a une réduction du marché international, il y a un rétrécissement du marché international. Il faut savoir, par exemple, si on le regarde au niveau international, il y a un indicateur très important qui s'appelle le Baltic Dry Index. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est tout simplement les transports de produits secs au niveau international. Que ce soit les charbons, les métaux, par exemple, les cafés, tous ces produits-là, n'est-ce pas, etc. Les blés, les maïs, tout ça, etc. Tous ces transports de produits secs, c'est le Baltic Dry Index, ça s'appelle. Le Baltic Dry Index a connu son maximum exactement le 20 mai 2008. Donc le maximum, et qui a été de presque 12 000 points. Actuellement, nous sommes en dessous de 1000 points. Ça veut dire donc qu'il y a un rétrécissement du marché international. Et donc les pays deviennent de plus en plus, rentrent dans une sorte de concurrence de plus en plus brutale. Et à un moment donné, les pays émergents ont réussi à s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la baisse du dollar, parce qu'il ne faut pas oublier que tous les pays émergents, ce sont des pays dollarisés. Oui, puis la Chine est dollarisée, était un tout un tas de causes très dollarisées à un moment donné. Et donc, ces pays-là ont réussi à s'en sortir. Pourquoi? Parce que les pays développés ont été frappés par les bombes pourries américains. Et tous les pays européens, par exemple, ont été frappés d'une façon absolument terrible avec la crise subprime, qui sont achetés comme les banques des pays développés ont acheté les bombes pourries liées à la crise subprime, etc. Ce qui fait que ces pays-là se sont trouvés presque au bord de la banqueroute. Tandis que pendant ces moments-là, les pays émergents ont commencé à se développer à partir de 2002. 2002, c'est l'apparition de l'euro. Avec l'apparition de l'euro, c'est la concurrence avec les dollars, etc. Donc, il y a une deuxième monnaie qui rentre en jeu à un moment donné avec l'euro. Et donc, l'euro va prendre une importance de plus en plus grande au niveau de la valeur. Pourquoi? Parce que c'est une monnaie qui ne peut pas être produite d'une façon artificielle. Et tandis que les dollars, les États-Unis émettent des dollars comme ils veulent. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les pays émergents
duquel font partie les pays de l'Amérique latine, font partie des émergents d'une manière globale. On dit uniquement le Brésil et tout ça, mais ce n'est pas le Brésil la première puissance économique de l'Amérique latine, c'est le Mexique la première puissance économique de l'Amérique latine. Ça, je vous l'expliquerai par la suite. Mais il est très important de comprendre qu'avant donc, la crise subprime, disons 2007, le 9 août 2007, et ces pays-là, les banques de ces pays-là n'avaient pas la possibilité d'acheter des bons pourris américains. Les bons pourris américains qui les achetaient, c'était les pays riches. Et c'est pour ça qu'ils vont être frappés d'une façon absolument terrible par les bons pourris, y compris l'Allemagne. On était frappés, et bien entendu, les cas qu'on a parlé il y a un moment de l'Irlande, par exemple, ils ont été frappés d'une façon absolument terrible, et ils se sont trouvés, donc ils ont investi des sommes absolument impressionnantes, tandis que les pays émergents ou les pays sous-développés de l'époque, peut-on dire, et les banques n'avaient pas suffisamment de moyens pour acheter ces bons pourris. Et c'est la raison pour laquelle ils vont connaître une croissance économique qui va être très importante et à telle enseigne qu'ils ont accumulé énormément de réserves. Mais là, tout d'un coup, il y a le rétrécissement du marché international qui fait que ces pays-là doivent être de plus en plus concurrentiels. Parce que, il y a la fermeture du marché international. Le marché international se réduit de plus en plus. Donc, ils ont besoin de devenir de plus en plus concurrentiels. Et ils ont cru qu'ils étaient très concurrentiels jusqu'à 2012. Et 2013 a été une année très difficile pour les pays latino-américains. Parce qu'ils ont commencé donc à avoir des déficits au niveau de la balance commerciale. Et donc, à partir de ce moment-là, ils sont maintenant en train de réagir, en train de dévaluer leur monnaie et tout ça, pour rester concurrentiels. Et c'est là où certains pays n'ont pas maîtrisé les choses. Par exemple, certains pays ont émis plus de monnaie de ce qu'il fallait. C'est le cas du Venezuela et de l'Argentine. Oui. Et au lieu d'utiliser, donc, simplement d'évaluer la monnaie, et donc utiliser la dévaluation, mais pas l'inflation. Parce que l'inflation, c'est simplement une émission monétaire au niveau interne. Tandis que la dévaluation, c'est vendre de la monnaie au niveau international. Vendre sa monnaie pour acheter des dollars. Donc, ça, certaines banques centrales des pays latino-américains l'ont fait d'une façon adéquate, l'autre ne l'ont pas fait. Mais en tout cas, il y a actuellement un moment difficile, c'est-à-dire à cause de ce rétrécissement sur le marché international. Et sinon, pour le reste, bien entendu, on se trouve avec le même phénomène, c'est-à-dire le fait que les pays européens du Sud, c'est la partie la plus fragile de l'économie internationale, parce que ce sont les pays qui ont le moins de possibilités de pouvoir devenir concurrentiels sur le marché international. Donc ce sont les plus fragiles, quoi. Les plus fragiles, oui. Nous sommes dans la partie la plus fragile actuellement, donc dans la partie de l'Europe du Sud. C'est la partie la plus fragile. Tandis que les pays émergents sont en train de s'en sortir à cause de la dévaluation. Ils essayent de dévaluer petit à petit leur monnaie pour rendre donc leurs produits beaucoup plus concurrentiels. Et donc la Chine est en train de le faire aussi, commence à le faire très doucement. Mais depuis le début de l'année, le yuan s'est déprécié de 2,5% par exemple, déjà par rapport au dollar. Ce qui veut dire donc qu'il y a cette tendance. Hein. Et sinon, je vous disais que le Brésil n'est pas la première puissance économique latino-américaine. La première puissance, c'est le Mexique. Parce qu'il faut le regarder, la puissance économique d'une nation, et il faut le regarder par rapport à la valeur des exportations. C'est la valeur des exportations qui est l'indicateur le plus précis et qui existe depuis l'époque classique. Parce que si on regarde, par exemple, les PIB, bien entendu, le Brésil a un PIB supérieur au Mexique. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus d'habitants, il y a le double d'habitants, ça c'est tout à fait évident. Et donc, tandis que le Mexique a une valeur des exportations qui est actuellement de 370 milliards de dollars, tandis que le Brésil a une valeur des exportations donc, de 260 milliards de dollars. Donc il y a quand même une différence très grande. Et le Mexique devient de plus en plus important parce que les États-Unis qui savaient donc délocaliser beaucoup les productions en Chine. Ils sont en train de ramener la production maintenant du côté des États-Unis et du côté du Mexique. C'est pour ça qu'il y a cette augmentation de la valeur des exportations du Mexique qui est très forte à cause du fait que les États-Unis font de la délocalisation dans le cas du Mexique. Parce que c'est à côté même. C'est à côté même, donc ils font un peu comme l'Allemagne avec le Mexique. Exactement. C'est bien entendu simplement que les États-Unis font des délocalisations, tandis que les Allemands ne font que de la sous-traitance. D'accord. Il faut faire cette différence entre les délocalisations et les sous-traitances. Oui. Les États-Unis n'ont pas de problème pour faire des délocalisations. Pourquoi ? Parce que comme ils se mettent la monnaie internationale, ils peuvent donc toujours s'en sortir.
ils peuvent toujours émettre de la monnaie. Oui, ils peuvent émettre de la monnaie, ils ne seront jamais concurrencés par eux-mêmes. Non, mais bien sûr. Ouais. Et de l'autre côté, ils peuvent avoir des déficits autant qu'ils veulent, des déficits extérieurs, indépendamment du fait que les déficits extérieurs se sont réduits dernièrement. Et bon, se sont réduits par rapport à 2006. En 2006, les déficits extérieurs des États-Unis étaient de 850 milliards de dollars. Maintenant, nous sommes à 460 milliards. C'est pas Comment ils ont réduit leur déficit, les États-Unis Mais en tout cas, étant donné que les dollars se déprécient, donc les salaires aux États-Unis sont de moins en moins importants. Et les salaires ont augmenté en Chine. De telle sorte, par exemple, qu'actuellement les salaires en Chine sont plus importants que les salaires au Mexique. Donc, il est plus intéressant de faire des délocalisations au Mexique que de faire des délocalisations en Chine. D'accord. Ah ouais, parce que oui, sous la pression sociale, les Chinois ont dû céder en fait, parce qu'il y a une revendication sociale qui commence à monter en Chine, qui veut profiter aussi de cette envolée de l'économie et que, finalement rendre la Chine moins compétitive, mais c'est le jeu. Quoi. Et c'est la raison pour laquelle cette année la Chine commence à avoir des problèmes au niveau des excédents. Donc, par exemple, les excédents au premier trimestre ont été de l'ordre de 19 milliards de dollars, ce qui n'est rien du tout. Rien du tout. 19 milliards de dollars au premier trimestre. D'accord. Ouais. L'Allemagne se trouve avec des excédents de l'ordre de... donc, dans la tendance globale, on va vers les 300 milliards de dollars cette année. C'est une énorme différence. C'est quand même énorme la différence. C'est la raison pour laquelle l'Allemagne devient la puissance la plus concurrentielle du monde. Et déjà la puissance la plus concurrentielle du monde. Et devient de plus en plus. C'est-à-dire avec ce système de sous-traitance, il est beaucoup plus concurrentiel que la Chine avec son système de salaires très bas. Mais ça veut dire que l'Allemagne, quelque part, il y a un paradoxe. Il serait un peu, en gros, presque la première puissance économique mondiale. Devrait être. Mais ils n'ont pas le rang politique. Oui, alors ça vient expliquer de la puissance du dollar, parce qu'ils n'ont pas le rang politique du tout, l'Allemagne. Alors c'est l'héritage de la Seconde Guerre aussi. C'est la Seconde Guerre mondiale. Et bon, le fait qu'ils n'ont pas le droit de mettre la monnaie internationale. Ouais. Parce que normalement, si on essaie de voir les critères qui déterminent donc, la puissance économique d'une nation, le premier critère, c'est la valeur des exportations. Le deuxième critère, qui devrait être le plus important, c'est les excédents. Or, l'Allemagne est le pays le plus excédentaire du monde actuellement. Donc l'Allemagne devrait être la puissance la plus concurrentielle du monde. Devrait être la première puissance. Si les États-Unis n'étaient pas là, et n'avaient pas ce droit de mettre la monnaie internationale, l'Allemagne serait actuellement la première puissance économique du monde. Ah ouais, le pays le plus riche de très loin, qui détrônerait tout le monde. À cause de ces excédents. Indépendamment du fait qu'ils s'exportent moins que la Chine. Comme je vous l'avais dit, ils s'exportent, par exemple en 2013, ils exportaient quelque chose comme 700 milliards de moins que la Chine. Ça veut dire donc que la puissance concurrentielle de l'Allemagne est impressionnante. Donc elle devait être la première puissance économique du monde. Simplement, bien entendu, qu'ils n'ont pas les privilèges du dollar, parce que les privilèges du dollar, c'est ça qui donne aux États-Unis le rôle qu'ils détiennent dans le monde, parce que les États-Unis ne sont pas les premiers exportateurs du monde. Le premier exportateur du monde, c'est la Chine. C'est la Chine, oui. C'est la Chine, avec 2210 milliards de dollars en 2013. Après viennent les États-Unis avec 1575 milliards de dollars. Et après vient l'Allemagne avec 1493 milliards de dollars. Donc ça donne une idée selon laquelle l'Allemagne est très en bas. Des trois, c'est les pays donc qui exportent les moins, mais indépendamment de ça, c'est le premier excédentaire du monde, la première puissance excédentaire du monde. Ah oui, parce qu'en plus, il y a ce qu'on exporte, parce que finalement, j'ai envie de dire, les Chinois, ils nous exportent des marchandises à bas coût, machin, alors que l'Allemagne exporte des hautes technologies, non? Ça a un rapport aussi. Mais les Chinois commencent à exporter de la technologie aussi. Ils sont en train d'exporter de la technologie de plus en plus. Si on regarde, par exemple, je ne sais pas, que ce soit les tablettes ou des trucs comme ça, les téléphones portables et tout ça, etc. Et regardez, il y a un pays qui est en train de monter d'une façon absolument impressionnante au niveau concurrentiel, c'est la Corée du Sud. J'allais en parler, la Corée du Sud. C'est quelque chose d'absolument étonnant. La Corée du Sud, qui est un pays qui est très petit après tout. Hein. Puis ils ont des grandes entreprises, parce que là, je veux dire, Samsung, Devo, etc., LG, enfin, ils cumulent... Et ils sont donc, parce que dans l'ordre, on a tout d'abord par la valeur des exportations, si on regarde ces critères, qui est le critère le plus important, bien entendu, tout ça c'est perturbé par les privilèges des États-Unis. Mais si on regarde les critères réels, qui est la valeur des exportations, qui est le premier, on a la Chine, après viennent les États-Unis, après vient l'Allemagne, après vient le Japon,
avec 693 milliards de dollars. Après vient la France avec 570 milliards de dollars de valeur des exportations. Après vient la Corée du Sud avec 555 milliards de dollars. Ah, ils sont quasiment, alors qu'ils sont beaucoup moins nombreux que nous, ils sont combien? Oui. C'est un petit, enfin ils sont 20 millions, 30 millions, je sais plus. Non, ils sont 40 millions. 40 millions, voilà. Ouais. Ah oui, d'accord, donc c'est un pays très puissant. C'est très puissant. Et qui s'est développé ultra rapidement parce que, enfin bon, moi j'ai fait de modestes études d'économie et puis on y apprend que la Corée du Sud en 1960, elle est un PIB équivalent à celui de la Côte d'Ivoire. Oui. Et aujourd'hui, bon, bah, elle dépasse toute l'Afrique réunie, je crois. Ah oui, de loin. C'est actuellement la 6e puissance économique du monde. Et si on la regarde, par exemple, par rapport à l'Angleterre, l'Angleterre, c'est donc... l'Angleterre, c'est 430 milliards de dollars. C'est très en bas, Ah oui, encore moins que la France. Ils n'exportent plus rien, en fait. Les Anglais font que de la finance, c'est ça, il n'y a plus rien, quoi. Mais non, par rapport à la valeur des exportations, en plus, ils sont en déficit commercial extrêmement important, que les Anglais ne devraient pas avoir, parce qu'ils ont la possibilité de contrôler leur monnaie, mais ils ne font rien pour déprécier leur monnaie. Oui, parce que ça, c'est un grand tabou en Angleterre. On n'aime pas que la livre soit trop basse. Alors pourquoi, d'où ça vient, ça? Dans l'histoire des pays, on sait qu'il y a des traditions comme ça. Alors chez les Anglais, je sais, oui, la livre, il faut absolument qu'elle soit forte. Ils ne veulent pas d'une livre qui soit dépréciée, alors qu'en fait, vous nous expliquez que ce serait peut-être une solution pour l'Angleterre. Mais pour l'Angleterre, de toute façon, ils ont la possibilité de contrôler la valeur de leur monnaie, donc ils pourraient déprécier. Ils ne déprécient pas. Bon, ils ont eu l'intelligence de mettre de la monnaie pour acheter des bons au niveau interne, pour réduire la dette la dette en livres, etc. Mais ils n'ont pas eu l'idée, jusqu'à présent, d'évaluer leur propre monnaie, qui pourraient le faire. De toute façon, ils ont les moyens de le faire. Tout pays qui détient la souveraineté de sa propre monnaie peut déprécier sa propre monnaie. C'est ce qu'ils font, par exemple, les Coréens du Sud. Ils déprécient leur monnaie petit à petit, très lentement, etc. De telle sorte qu'ils sont, grâce à cette politique monétaire, ils sont un responsable de la Banque centrale sud-coréenne, qui est quelqu'un qui a très bien compris le problème. C'est qu'il faut déprécier la monnaie, parce que la dépréciation, c'est une dépréciation concurrentielle. On dit toujours dépréciation concurrentielle, dévaluation concurrentielle. On avait reçu ici un autre économiste africain, c'était Nicolas Gbou, et il vous rejoignait, mais alors totalement dans cette analyse, parce qu'il avait justement mis en comparaison la Corée et la Côte d'Ivoire aussi, en précisant que justement la monnaie coréenne était fortement dévaluée par rapport au dollar, bien plus que le franc CFA, et que pourtant... le franc CFA est surévalué. Oui, non, mais justement, voilà, c'est ça qu'il disait, que le franc CFA était totalement surévalué par rapport au dollar, et que justement, ça n'empêche pas que la Corée était beaucoup plus riche que la Côte d'Ivoire, et que c'était incomparable, parce que justement, on jouait bien de cet instrument monétaire, alors qu'en Côte d'Ivoire, c'est une folie. Enfin, le franc CFA, c'est une folie, un suicide. C'est un suicide, et c'est le terme qu'il faut utiliser. C'est une folie, c'est une folie totale. Et tandis donc que la Corée du Sud, qui est le seul pays qui a eu cette intelligence, c'est de déprécier tous les ans leur monnaie un tout petit peu par rapport au dollar, etc. Mais ils ne laissent jamais les dollars de rester à la parité du dollar. Ils restent à une parité inférieure. Et bien entendu, comme ça, ils ont réussi à devenir un des pays les plus concurrentiels du monde. Si on le regarde du point de vue de la quantité, du poids démographique et tout ça, et de la petitesse du pays, c'est un pays tout petit. Donc c'est une politique intelligente. Comme quoi on peut mener une politique monétaire intelligente. Absolument, mais il faut avoir les moyens. Les moyens, et qu'elle soit adaptée en fait au pays, aux caractéristiques économiques, historiques, culturelles du pays. Chaque pays, de toute façon, peut avoir un banquier central qui peut être suffisamment intelligent pour pouvoir comprendre les choses. C'est aussi simple que ça. N'importe quel pays est capable de pouvoir demain être une puissance économique, à condition de pouvoir gérer sa propre monnaie. Parce que je vois par exemple, parce que quand on parlait des tabous monétaires, il y a un grand tabou monétaire connu en Europe, c'est celui de l'Allemagne, qui tient absolument une espèce de rigueur absolue, on le sait, de la Bundesbank et des dirigeants allemands, parce que selon eux, enfin dans l'histoire allemande, on se dit que c'est la dévaluation monétaire des années 30 et l'hyperinflation qui a fini par amener Hitler au pouvoir, Hitler étant une conséquence un peu de cette situation catastrophique. Et donc les Allemands en font presque une religion
d'avoir des comptes absolument sains, une monnaie qui est tenue avec rigueur. La Bundesbank, on sait qu'elle est... C'est un tabou presque chez les Allemands d'avoir une monnaie forte. Alors qu'on n'a pas du tout chez nous, parce qu'on n'a pas connu en France, par exemple, une hyperinflation comme ont connu les Allemands. Mais par contre, la France a eu à l'époque la possibilité de dévaluer sa propre monnaie, indépendamment du fait de la situation très difficile dans laquelle les choses ont été faites. Oui. Parce que, par exemple, donc, les francs s'est dévalué, par exemple, en 81, 82, 83, les dévaluations donc, de l'arrivée au pouvoir de la gauche et tout ça, de la gauche unique, on appelle. Oui. Et c'était des conditions très difficiles dans lesquelles ces dévaluations se sont produites. Mais ça a permis quand même de pouvoir s'en sortir. Tandis qu'actuellement, nous n'avons pas la possibilité de dévaluer, donc nous n'avons pas la possibilité de s'en sortir. La seule possibilité qui reste, qu'on dit au niveau officiel, c'est justement la dévaluation interne. Mais la dévaluation interne implique une sorte de contraction brutale de la demande globale au niveau interne. D'accord. Alors justement, il y a aussi une question qu'on pose depuis tout à l'heure. On demande si la France doit sortir de l'euro. Oui. Déjà, est-ce que vous confirmez, parce que bon, en France, c'est une question qui est traitée par un certain nombre d'hommes politiques, il y en a beaucoup qui nous assurent que c'est très facile et que finalement, on pourrait très bien sortir de l'euro, décréter un nouveau franc, et puis au fur et à mesure, on changerait tout simplement les billets, les nouvelles valeurs, etc. Mais que c'est pas compliqué techniquement. Non, ça pas une semaine pour le faire. Voilà, c'est quelque chose. C'est parce qu'on présente aux gens comme si c'était l'apocalypse, alors que pas du tout, on pourrait changer de monnaie. Nous sommes dans l'apocalypse. Voilà, les gens sérieux disent ça aussi, ils disent l'apocalypse, c'est ce qu'on fait là, et si on continue, on va vraiment arriver dans l'enfer total. Oui. On va arriver dans la situation de l'Espagne et pire que l'Espagne de toute façon. Parce que là, pour le moment, les choses tiennent à cause du fait de la promesse Draghi et tout ça que nous avons parlé. Oui. C'est-à-dire du fait que, donc en principe, on garantit les va garantir les obligations donc, italiennes, espagnoles et tout ça, etc. Maintenant grecques et tout le reste, etc. Mais ça va terminer tout ça. D'ailleurs, vous pronostiquez donc après l'élection européenne qu'il y aura la décision qui va tout faire. Normalement, la décision devra arriver tout de suite après Bon, de toute façon, à un moment ou à un autre, la Cour de justice européenne devra donner une réponse. Devra donner sa réponse. Oui. Et de la même façon, par exemple, que la Cour constitutionnelle de Karlsruhe a pris son temps, et donc après les élections allemandes, il a pris son temps pour donner, et il a fallu que le gouvernement soit constitué et tout ça, donc elle doit respecter les conditions institutionnelles de son propre pays, et elle a donné, donc la Cour constitutionnelle a donné son avis. Elle a donné un avis négatif. Et donc là, c'est la Cour de justice européenne qui doit trancher sur cet avis de la Karlsruhe. Mais la Cour de justice européenne, il y a quand même un problème, c'est qu'ils sont des fonctionnaires payés par Bruxelles quand même. Oui, non, mais c'est secondaire. De toute façon, c'est eux qui doivent donner les... Ils sont jugés partis, un peu, j'ai envie de dire. Non, mais de toute façon, ils ne peuvent pas, parce que si on regarde les textes, les choses sont d'une... Ils seront obligés de spécifier le texte et de dire que le droit interdit effectivement de faire ça. Voilà. C'est simplement les textes. C'est les textes, c'est rien d'autre que les textes. C'est pas un problème, c'est pas le fait de prendre des partis pour telle ou telle chose. Ouais. De toute façon, si demain il disait que la Banque centrale peut émettre, à partir de ce moment-là, la Cour de constitutionnelle allemande peut dire donc notre gouvernement ne participe pas. Donc on se retire. Ce qui veut dire la fin de l'euro. La fin de l'euro, mais est-ce que les Allemands, on m'a posé tout à l'heure aussi la question, est-ce que les Allemands ils seraient capables de sortir de l'euro, mais un peu, j'ai envie de dire, puisque comme disait, alors c'est Stigler, le prix Nobel d'économie, qui disait ceux qui partiront les premiers de l'euro s'en sortiront le mieux. Et donc, selon lui, justement, c'est les pays qui s'en sortiront le mieux, c'est ceux qui vont sortir de l'euro en premier. Mais est-ce que l'Allemagne ne pourrait pas nous préparer un sale coup? Parce que moi, ça fait plusieurs années maintenant que je vois des articles passer sur Angela Merkel qui préparait, on va dire, un nouveau Deutschmark. Avec les autorités bancaires allemandes, mais évidemment tout ça un peu dans le grand secret, etc. Est-ce que vous avez eu vent de ça, non, vous aussi? Non, tout le monde en parle. Tout le monde en parle, mais vous pensez que c'est une rumeur? Ils sont capables de le faire à n'importe quel moment. À n'importe quel moment, ils n'ont pas besoin en fait de se préparer, ils peuvent le faire comme ça. Oui, ça, ils n'ont aucun problème. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'actuellement, il faut absolument sortir de l'euro, et de toute façon, il faut sortir, quelles que soient les conditions, il faut sortir le plus vite possible. Parce que comme dit Stiglitz, c'est le premier qui va sortir et c'est lui qui va être gagnant, de toute manière. Disons qu'il aura une possibilité de pouvoir contrôler la réalité, sa propre réalité. Ça, c'est tout à fait évident, parce qu'actuellement, ce qu'il faut, c'est sortir quelles que soient les conditions. Il ne s'agit même pas d'arriver à un accord.
Parce que, comme on dit dans les langages des pilotes, on dit any landing is a good landing. C'est-à-dire tout atterrissage est un bon atterrissage. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Que quel que soit l'atterrissage, quelles que soient les conditions, il faut sortir, simplement. Il faut sortir. Donc, voilà, je vois l'heure qui avance, donc on va bientôt conclure. Mais justement, donc la solution, clairement, il faut sortir de l'Union européenne pour sortir de l'euro, reprendre notre souveraineté monétaire en main. Il faut simplement sortir de l'euro après, petit à petit, de toute façon les choses... Oui, mais juridiquement, on ne peut pas sortir de l'euro sans sortir de l'Union européenne. Ça pose un problème. Parce qu'il n'y a rien qui est prévu pour sortir de l'euro. Ça même, la Commission l'a précisé, l'a rappelé, puisqu'à un moment donné, on se rappelle qu'il y avait Angela Merkel qui disait oui, on va sortir la Grèce de l'euro. C'était un peu une menace dans le vent, si j'ose dire. Et puis, la Commission européenne a rappelé un texte en disant que de toute façon, un pays ne peut pas sortir de l'euro sauf en sortant de l'Union européenne. Donc il n'y a pas d'autre solution. Mais de toute façon, la sortie de l'euro, par exemple, un pays comme la France, ça implique la fin de la communauté européenne. C'est terminé. C'est le jour où on dit on sort de l'euro, tout s'effondre immédiatement. Donc la France récupère donc, ses frontières, etc. Est-ce que justement, alors petite question technique, parce que ça c'est justement, je profite que vous êtes là pour vous demander, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent que si on sort de l'euro, justement on l'annonce comme ça, on sera vraiment la proie de toutes les attaques spéculatives bancaires, financières, internationales, et qu'en vérité, il faudrait accompagner cette sortie de l'euro. Alors, il y a une solution même qui avait été proposée par certains partis politiques qui disait il faudrait annoncer ça le dimanche quand tous les organismes sont fermés et que le lundi, tout soit bloqué. C'est-à-dire que quand on passe à l'euro, on dit bah ça y est c'est terminé, c'est-à-dire on bloque ça le dimanche et on fait l'annonce, et le lundi en fait quand les marchés ouvrent, on a moyen de contrôler les capitaux, ça y est on a rétabli le contrôle des capitaux. Oui, non, mais de toute façon c'est à partir du moment où un pays sort de l'euro, à partir de ce moment-là il établit immédiatement un contrôle d'échange. Oui. Ça c'est tout à fait évident, ça pose aucun problème. De l'autre côté donc on va passer la parité de l'an pour an dans les sens en francs, en euros, à 1 euro, exactement. Par exemple, donc on va pas perdre, ça c'est important de le dire aux gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on va perdre parce qu'on va revenir à l'ancienne valeur, alors que non, il faudra dire qu'un euro égale un nouveau franc. Voilà, on va pas revenir à 1 euro égale 6 francs 57. Voilà. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Non, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Même moi j'ai des amis qui ont du bien immobilier, ils me disaient mais attends, moi ma maison qui vaut 200 000 euros, elle va plus rien valoir, parce qu'ils faisaient la conversion en francs, ils disaient 200 000 euros, je vais convertir en francs, j'aurai plus rien dans mes nouveaux. Non, c'est-à-dire que tous les pays vont faire la même chose. C'est-à-dire l'Allemagne va faire, par exemple, donc passer à euro, à marque, etc. Voilà. Tout le monde va faire de la même manière. Parce que ça va se produire dans la panique. C'est la panique qui va déterminer ça. Et ça ne va pas se faire dans la frontière des choses, etc. Donc il y aura de la tension quand même. Il y aura une tension terrible. Mais de toute manière, à partir du moment où un pays contrôle sa propre réalité, à partir de ce moment-là, bien entendu, le problème est de savoir, parce qu'une crise de l'euro, ça implique une crise sur les marchés obligataires au niveau international. Et ça risque de provoquer une crise aussi du dollar. Donc ça veut dire que, parce que on peut s'imaginer, donc par exemple certains pays décident de revenir par exemple aux monnaies nationales, etc., donc de sortir de l'euro. Et il est évident que le dollar va continuer à fonctionner, donc on va avoir une parité par rapport au dollar. Et après chaque monnaie va varier par rapport au dollar. Mais le problème c'est que ça risque de produire donc en même temps une sorte de choc du dollar et donc un retour à l'étalon or. Et à ce moment-là, ça sera chaque monnaie par rapport à l'étalon or, par rapport donc à la valeur de l'or. Et il ne faut pas oublier que la France détient une des réserves réelles les plus importantes du monde. Donc la deuxième. Bien placée, la deuxième. La deuxième, indépendamment du fait que Sarkozy en a vendu 650 tonnes. Il a vendu 650 tonnes aux États-Unis, pour un prix très bas d'ailleurs. Non, pas aux États-Unis, on l'a vendu sur le marché international. Ah, sur le marché international, parce qu'on m'avait dit que c'était aux États-Unis qu'il avait acheté. Non, c'est le marché international. Sur le marché international, pour sauvegarder la valeur du dollar. Voilà. Ah, d'accord. Ce sont les accords de Washington. En tant que bon agent américain, il y en a beaucoup qui nous disent que Sarkozy était un agent placé par Washington à la tête de la France. Non, mais disons simplement que ce sont les accords de Washington du 27 septembre 1999 qui ont été reconduits tous les 5 ans, etc. Et donc c'est à partir de 2004 que Sarkozy en a vendu tout ça, de septembre. Mais c'est juste quand il a fait un passage éclair au ministère de l'économie en plus. Oui, il était ministre de l'économie, voilà. Mais à l'époque Chirac était totalement soumis à lui. Rappelez-vous. Oui, bien sûr. Oui. C'est lui qui a décidé, d'après ce qui semble, de toute façon, le fait est que la Banque de France a vendu 650 tonnes d'or. Et que sinon, la Banque de France serait actuellement, parce que si la Banque de France avait gardé ce que De Gaulle avait laissé, la Banque de France aurait actuellement les premières réserves hors du monde.
en termes réels. Énorme. Moi, je découvre, je pense qu'il y en a donc, comme on risque de revenir à l'étalon or, parce qu'il ne faut pas laisser de côté cette perspective. Cette perspective peut se produire. C'est-à-dire que les chocs de l'euro risquent de provoquer un choc du dollar. Parce qu'on me dit notre or aussi est gagé à la BCE, ce qui n'est pas faux. C'est Daniel Q qui dit ça, qui dit l'or, parce qu'il nous dit oui. Non, il y a la partie, l'engagement était de l'ordre d'une centaine de tonnes. C'est une centaine de tonnes, d'accord. C'est pas l'ensemble du stock. Non. Et en plus, quand on dit il est gagé à la BCE, il est chez nous, mais en fait gagé, mais il n'est pas chez eux, l'or, physiquement, je veux dire. Non, il est à la Banque de France. Ah, il est à la Banque de France. C'est-à-dire, on sort de l'Union Européenne, on leur dit, bah écoutez, l'or, on va le garder finalement. Si la BCE s'effondre, chaque pays on reprend son or, on va pas. Non, parce qu'il y a un truc, voilà, une dernière question justement pour comprendre. L'Union Européenne s'effondre, l'euro, parce que la Grèce, allez, on dira que c'est le pays, voilà, il se réveille miraculeusement, il dit c'est terminé, on sort de tout s'effondre. Qu'est-ce qui se passe avec justement toutes ces dettes, toutes ces montagnes de dettes européennes? Les montagnes de dettes sont en euros. Et si l'euro s'effondre, l'euro disparaît et l'euro va valoir plus rien. Donc, et on va pas convertir les nouvelles dettes dans la nouvelle monnaie? La dette interne, qui reste au niveau interne, que pour la France, ce serait un tiers de sa dette totale, parce que 2 tiers se trouvent à l'extérieur. Donc 7 tiers de cette dette va rester en francs. On va juste la convertir et voilà. De toute façon, et tout le reste, les dettes détenues par l'étranger, c'est mort. Et c'est mort, normalement. Mais il y a des gens qui vont être ruinés dans cette affaire ou quoi? Oui, mais ce sont les grandes institutions, les grands holdings, etc. Ça, c'est tout à fait évident. Oui, les grands détenteurs de dettes publiques, finalement, eux ne veulent pas cette sortie de l'euro. Oui, parce que c'est eux qui ont le plus à perdre, plus que le citoyen au final. Absolument, les citoyens n'ont rien à perdre. Ils n'ont rien à perdre, ils ont tout à gagner. Ce sont ces grandes banques détentrices de dettes. D'autant plus donc, que la France pourra dévaluer sa propre monnaie, etc. à un moment donné, et donc devenir concurrentielle. Simplement qu'elle devra faire gaffe de ne pas faire des délocalisations, mais faire de la sous-traitance. C'est aussi simple que ça. Pour le reste, il n'y a pas trop de problèmes. Bon, écoutez, merci beaucoup, Norman. Je rappelle qu'il y a votre livre pour les métanautes, donc c'est Pourquoi Marx a-t-il échoué? J'espère que cette soirée, il y a beaucoup de gens qui étaient très contents et qui disent invité très intéressant, qui vous connaissaient pas et qui et nous aussi on a été enchantés de discuter avec vous et franchement on vous réinvitera avec plaisir pour parler d'économie. C'est vraiment un plaisir. En tout cas, merci beaucoup. On se retrouvera demain. Alors je vous fais des gros bisous à tous. Kenélologue, Saint-Jean, Brauzek, Don Canoggi, Attila, Seyar Mendoza, Sam Wang, Alasso, bien sûr, 6 millions, Stevie Nou, Nico Strip, Schnapp, Sliner, Daniel Q, Roi des Rois. Enfin, vous êtes tellement nombreux maintenant, on peut plus tous vous citer, Rénuit, tout ça, Baudricourt. En plus, je vois les nouveaux, les anciens mélangés, Gaspartacus, etc. Les gars, on vous dit à demain parce que vous avez fait très bien que si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. À vous la régie.